que je n'ai pas cité le nom, mais les gens savent que pédophile qui séjournait dans son diocèse. Et tout le monde sait, selon les témoignages du gardien, qu'il y a quelqu'un qui était parti de Yaoundé dans une voiture noire. Il était grand de taille, joufflu et noir, qui est arrivé à l'archidiocèse après avoir envoyé des émissaires rencontrer Monseigneur pour que ces derniers reviennent sur ses décrets. Et voici ce que Monseigneur leur avait dit, que vu sa conscience, il n'y a que Dieu et sa conscience qui pouvait lui permettre de revenir sur ses décrets. Mais une tierce personne ne peut pas l'amener à ses dédits. Donc, il était question de réhabiliter ces prêtres pédophiles et homosexuels. Monseigneur est resté droit dans ses mots. Donc, que les Camerounais aillent lire mon interview à urunews.com et lisent l'ouvrage de Léger Tiga, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, un crime trop parfait. Vous allez comprendre pourquoi il a été convoqué à la police judiciaire. Donc, cette police ne fait pas son travail. Parce que la noyade qui avait été avancée par l'expertise venue d'Allemagne, qu'on n'a jamais vu ces experts, était une fausse information. Parce que celui qui faisait office de président de la conférence épiscopale du Cameroun, M. Samuel Kleda, avait martelé à qui voulait l'entendre, à haute intelligible, voir que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala avait été brutalement assassiné parce que lorsque son corps avait été retrouvé par le pêcheur malien du côté de Tiang, et on avait remonté ça des côté des Bebda. Il faut le rappeler que la première personne qui était arrivée sur les lieux, c'était Monseigneur Samuel Kleda, accompagné de l'ancien nonce apostolique qui faisait partie de ses commanditaires, Piero Piopo, qui est aujourd'hui en prison au Vatican parce que le pape François Ier lui a fait comprendre que on ne t'a pas nommé nonce apostolique en Afrique centrale et en Guinée équatoriale et siège au Cameroun pour aller comploter, pour défendre les pratiques de pédophilie et d'homosexualité, d'être complice dans l'assassinat d'un serviteur de Dieu pieux. Donc, Monseigneur Samuel Kleda avait constaté avec les médecins légistes qui avaient été commandés par la conférence épiscopale nationale du Cameroun, plus ou moins. Ces médecins légistes-là faisaient partie, c'est-à-dire que des frères de la prêtrise, comme Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et on avait découvert que le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, au niveau des poumons, il n'y avait pas d'eau. Et que ce corps n'avait pas plus de 5 heures dans l'eau. Donc, on ne peut plus aujourd'hui halluciner ou épiloguer. Monseigneur a été assassiné. On connaît les qui ont commandité l'assassinat. Donc, je pense véritablement que si les gens voulaient faire leur travail, voulaient être des personnes responsables pour la mémoire collective, on ne serait pas aujourd'hui en train d'entendre une police scientifique qui veut entendre les gens pour avoir plus d'informations. Donc, s'ils veulent plus d'informations, qu'ils aillent se rattraper, c'est-à-dire dans mes différentes interviews, que ça soit ici chez vous. C'est vrai que les Tiga sur son ouvrage a mis que c'est une enquête journalistique. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, si cette affaire bénéficie ou du moins fait l'objet d'une enquête instruite, il faut absolument prendre en compte tous les éléments qui sont déployés par les uns et les autres, qu'ils ont fait un travail d'expertise. Je dis que c'est dans ce sens que les Tiga a été ou alors est en train d'être entendu à la police judiciaire. Vous savez que, Sébastien, avec vos permissions, je voudrais également que si on veut être sérieux, Monseigneur Kleda, alors président de la conférence épiscopale nationale, avait déclaré que Monseigneur Benoît Bala a été assassiné. Alors qu'on convoque aussi Monseigneur Kleda, qu'on l'entende. Voilà. Tous ceux qui ont dit que Monseigneur Bala a été assassiné, qu'on les convoque. Donc si on veut être sérieux, qu'on convoque tout ce beau monde. Donc ce n'est pas quelque chose que ce n'est que Léger Tiga, c'est pas moi, Sébastien Bala ou Aman Mana. On dit qui convoque également Monseigneur Kleda et qu'on entende pourquoi pas Monseigneur Jean Barga. Qu'ils nous disent si on veut faire des enquêtes sérieuses. C'est ce que je voulais ajouter. En fait, pour dire même pour terminer, il faut dire que l'actuel archevêque métropolitain de Yaoundé a bel et bien dit qu'il implore tout Camerounais, tout fidèle catholique chrétien du Cameroun qui serait en possession d'une information qui pourra permettre à la fameuse justice du Cameroun d'avancer dans ses enquêtes, que ces gens-là viennent donner l'information. Et vous savez que la conférence épiscopale nationale du Cameroun avait porté plainte contre X. Et ces X-là, on sait. Et vous savez que Monseigneur Samuel Kleda, comme l'a si bien dit le père Jean-Jacques Olabébé, avant son départ, lorsqu'il a légué ses postes à Monseigneur Abraham Comé, a bel et bien dit que les gens sont en train de faire obstruction à la justice pour que la vérité ne puisse pas aboutir dans cette affaire. Et c'est pour ça que vous allez comprendre aujourd'hui que lorsque vous voyez la surpopulation carcérale, M. Georges Gilbert Baola de manière cavalière est déporté du côté de la prison centrale de Kondegui. Il faut le rappeler pour avoir été confronté à ce genre de situation que la justice camerounaise aujourd'hui, ça je vous le dis, elle est corrompue. 95% des magistrats camerounais sont les bras armés de certaines personnes civiles
qui sont là pour torpiller, détruire, déshumaniser, infantiliser, taire la bonne information. Et M. Georges Gilbert Baola paye de cela. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui, moi j'ai vu ça, lorsque j'étais mêlé dans cette fameuse histoire avec un individu, il y a des gens qu'on envoie à Kondengi, mandat de dépôt parce que la famille n'a pas pu payer 25 000 francs de caution avec un garant. Je vous dis ça, j'étais à la cellule du parquet où nous étions allés rendre visite à M. Georges Gilbert Baola. C'est le business des magistrats avec un certain nombre de procureurs, avec des gens, même des hauts responsables dans ce ministère de la Justice. Tout le monde sait que M. Baola a frappé là où ça fait mal. Pourquoi ça a choqué les gens? Pourquoi ça a touché les gens? On a vu ici les gens. Vous, aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise dans les médias. Tout le monde sait. Nous, on vous côtoie, vous êtes notre ami, vous êtes de notre génération. Ce projet, vous l'avez mûri. Mais il y a des gens aujourd'hui ici, que je ne vais pas citer les noms, qui sont devenus propriétaires des médias. Tout le monde sait que ces gens, cet individu-là blanchit l'argent de deux personnes, que je ne vais pas citer les noms. Tout le monde sait. Je faisais partie des panélistes, c'est-à-dire que des renoms de ces médias, dans l'une des émissions. Là-bas, à l'époque, lorsqu'on arrivait dans ces studios-là, c'est nous-mêmes qui nous maquillions. Ça, je peux vous le dire, vous le savez très bien. Il n'y avait pas la clim. On transpirait à grosses gouttes. Posez-vous 1001 questions 4 ans après. Cet homme est devenu, entre guillemets, un soi-disant maniaque. C'est-à-dire que de l'univers médiatique camerounais. D'où lui sort cet argent? Quand on sait qu'il était l'un des coursiers de M. Georges Gilbert Baola pour avoir été l'un des plus jeunes rédacteurs en chef du démenti. À l'époque, c'était domicilié du côté de l'immeuble chez. Donc, je dirais tout simplement qu'ils pensent qu'ils ont eu Baola. Non, vous n'avez pas eu Baola. Derrière Baola, vous ne savez pas des millions de Camerounais qui se reconnaissent à son combat. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que ceux qui vous ont fabriqué hier sont aujourd'hui en train de vous détruire. Vous ne savez pas que vous, aujourd'hui, qui êtes brun dans ces ministères, quelque chose va vous arriver parce que la fameuse grève de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest par rapport à la mauvaise alimentation de la ration pénale, vous ne savez pas que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et ceux qui vous ont fabriqué, qui vous ont utilisé par rapport à votre posture taiseuse, de ne jamais rien dire. Et aujourd'hui, ces journaux qui vous sont redevables disent que vous avez tiré la sonnette d'alarme. Personne ne pourra vous croire. Personne ne va vous croire. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Vous avez même utilisé un des frères de Georges Gilbert Baola qui est de la même aire géographique que nous pour faire le reportage depuis l'hôtel. On connaît le complot d'où c'est parti. Nous connaissons, c'est-à-dire que le patrimoine immobilier et foncier que vous avez tripoté et tripatouillé. Mais sachez-en, il y aura changement à la tête de l'État du Cameroun. Et ceux qui ont gagné ces élections vont exercer leur pouvoir. Vous allez jouer votre petit jeu que vous jouez là. Ce n'est pas Baola que vous avez eu à faire du mal. Regardez-vous encore un peu et constatez vous-même que la nature est en train de vous lâcher. Elle vous a tenu captive et aujourd'hui, le Seigneur Tout-Puissant a décidé de vous humilier. Mais regardez comment vous êtes aujourd'hui. Regardez-les comment ils sont aujourd'hui. La peur a changé de camp. Vous installez déjà dans vos domiciles des caméras de surveillance. Vous multipliez le nombre de gardes du corps. Gendarmes, policiers, vigiles, même le gros bras. Pourquoi cela? Si vous gérez bien le pays, si vous le dirigez bien depuis 36 ans, c'est pour vous dire que la peur a changé de camp. Il y a de cela 10 ans. Vous ne vous auriez jamais imaginé que les gens pouvaient se révolter à l'intérieur de la prison parce que la ration pénale est de très mauvaise qualité. C'est par où je sors. Je vais vous dire que la grève de ces prisonniers, elle est légitime. Moi, j'étais en prison, M. Paul Désir. Je vais vous dire, c'est un lieu où on déshumanise les gens. Ça ne fait pas bon vivre d'abandonner un de vôtres. Je vous assure, partant du commissariat central numéro 1, où j'avais été gardé là-bas, jusqu'à la prison centrale de Kondengi, j'ai séjourné jusqu'à la cellule du parquet où vous étiez venus voir M. Baola et moi, avec des gens que depuis 2 semaines, ils étaient détenus du côté du commissariat central. Ils n'ont pas reçu de visite. Tout ça pourquoi? Parce que parfois les familles sont éloignées. Vous pouvez avoir par exemple un papa, une maman ou votre femme qui habite du côté des attaques. Attaques, c'est pas après un causoir. Partir de là, avec le repas, il faut au moins 5 000 francs. Certains d'entre eux, la peau collait même déjà parce qu'ils ne s'étaient pas douchés depuis. La mauvaise haleine parce qu'il n'y avait personne pour les assister. Nous avons été déférés avec ces gens jusqu'à la cellule de passage parce qu'à Kondengi, il y a un quartier là-bas qu'on appelle le quartier 4. C'est la cellule de passage, c'est-à-dire que c'est là, on avait construit ça spécialement à l'époque où Tutu Sédio a été de ces côtés-là. Donc, il y a un certain nombre de jours que vous devez mettre là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, il y a ce qu'on appelle les commandants des zones. Vous vous faites enregistrer, vous devez payer 5 500 francs. On appelle ça les frais de mairie. Lorsque vous n'arrivez pas à vous acquitter de cela, chaque 5h30, on vient vous lever, torse nu. Vous allez nettoyer les égouts, la poussière, vous puisez de l'eau. Et à un moment donné, M. Paul Désibia, c'est un conseil que j'ai produit aux Camerounais. Quoi que ces gens aient fait, assistez vos gens
qui se retrouvent dans des conditions comme ça. Parce que j'ai vu des gens, je sais, mon père, qui n'arrivaient pas à s'alimenter. Moi, j'avais peut-être cette chance. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant parce que j'ai ma fiancée. Ça, je vous assure, je remercie cette fille. Parce que vous connaissez la situation que j'ai traversée. Si ma fiancée, là, je n'avais pas, c'est-à-dire qu'il y a eu connaissance de cette fille, je vous assure, d'abord, premièrement, on devait venir casser ma maison. Parce que quand on constate que vous êtes absent, les gens vont venir casser, même votre bailleur ou votre bailleresse, ils vont le faire. Et on va vous renvoyer 30 ans en arrière. Cette fille m'a assisté, elle préparait, venait me donner. Et là, je me retrouvais souvent avec le nombre de visiteurs qui venaient me rendre visite, avec près de 5-6 repas. Et j'étais obligé, en tant que chrétien, d'être compatissant vis-à-vis de ceux-là. Je vous assure, mon père, il y a des gens qui sont restés plus de 2 semaines, qui n'avaient pas de visite. Certains même, M. Paul Désir, vous voyez quelqu'un tomber malade, il a des difficultés de se rendre à l'infirmerie. Donc, cette ration pénale, mon père, c'est 9 marmites par jour. Et l'un des quartiers le plus populaire à Kondengui, c'est le Kosovo. Donc, il y a 5 marmites qui passent là-bas, ça reste là-bas. Et quand les autres 4 marmites qui doivent remonter du quartier 1, 3 et la spéciale 14, je vous assure, certains qui n'ont pas de plat pour qu'on vous mette ces maïs qui est bouilli, ces mauvais haricots, vous réunissez vos 2 paumes de main comme ça, comme un singe. On met sur la main gauche le maïs, un gros bol, la main droite, un peu de haricot, de vous manger comme un singe sur un arbre. Je vous assure, lorsque vous voyez cela, il faut être méchant, il faut avoir le mauvais cœur. Que, par exemple, vous vous retrouvez que vous avez près de 5 repas, vous n'assistez pas à ces gens. Je le faisais et j'implorais souvent des prières, tout le monde s'associait à moi. Et je leur disais que ceux qui savent, qui sont venus ici, là, que ça n'a pas été un crime, que vous avez versé du sang. Ceux qui sont venus ici innocemment, avec les prières, Dieu va exaucer cela et nous allons sortir de l'affaire. Kondengui n'est pas facile. Non, donc, quand vous avez vu nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, M. Paul Désir, là-bas, un seau d'eau, c'est 100 francs. Parfois, vous les mettez de l'argent à quelqu'un d'aller vous chercher ces seaux d'eau. Il part, il ne revient plus. Il ne revient plus. Pour se doucher, il faut monnayer. Quand j'avais été muté au quartier 3, ce lavabo-là est très grand, comme votre studio-ci. Mais je vous assure, lorsque vous vous retrouvez là-bas en train de prendre la douche à partir de 10h jusqu'à midi, c'est l'heure où c'est plus rempli. Vous allez voir que si vous prenez un petit périmètre comme ça, là, tout juste à côté de vous, vous êtes encerclé à 6 personnes. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Kondengui, si vous êtes entré, que vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas une hygiène de vie, vous les sortirez de là malade. Parce que celui qui se douche à côté de vous, sa mousse retombe dans votre seau d'eau. Et quand vous essayez de vous plaindre, il vous dit, allez faire vos affaires de médias là-bas. Donc, c'est un no man's land. Pour avoir une douche en bonne et due forme, de manière quantitative, j'attendais minuit. Minuit pour aller me doucher de manière décente. Donc, je dis tout simplement que ceux qui ont de l'argent, mon père, il faut prodiguer des conseils. Quand vous avez un de vôtres et que vous voulez lui venir en aide, il y a l'eau. D'abord l'eau minérale. Et il faut lui trouver un peu d'argent pour qu'il reste là-bas. Parce que tous ces monnaies là-bas, même le gant de toilette, c'est à partir de 500 en montant. Le morceau de savon, on achète un morceau de savon de 375 francs qu'on achète le bouteille. On coupe ça en lamette. Donc on vous vend ça à 200 francs. Donc tout est achetable là-bas dedans. Donc 2 choses principales, M. Paul Désir, c'est l'argent et l'eau. Et il faut assister de manière, c'est-à-dire que constante, votre personne qui est détenue là, de ces côtés là-bas. Parce qu'à Kondengui, ça je vous le rassure, 2 personnes meurent là-bas tous les jours que Dieu a créé. On ne communique pas. Parfois, lorsque on ne peut pas rendre officielle l'information, on pas inhumer comme ça en cachette. En cachette. Donc c'est pour vous dire que c'est des conditions qui ne sont pas faciles. Et le plus grand avantage que vous pourriez avoir là-bas pour vivre, pour ne pas tomber gravement malade, il faut avoir ce qu'on appelle un local et ce qu'on appelle un sous-mandat. Le sous-mandat, c'est le lit. Les mutations se font là-bas à partir de 100 000. Moi, j'avais eu la chance, peut-être parce qu'étant un homme de médias, séjournant là-bas avec M. Michael Dopas, on m'avait pris 50 000 parce que le maire, monsieur le maire de ces quartiers-là, c'est quelqu'un qui nous écoute, il vous apprécie très bien. Et il m'avait même écouté quand vous m'aviez appelé ici là pour parler par rapport à l'indice qui me filait pour venir monter mon domicile. Donc, il avait compati, malgré que bon, il m'avait aussi dupé parce qu'il m'avait promis que j'allais trouver le sous-mandat avec le matelas. Bon, j'avais voulu faire les problèmes, mais le chef local du quartier 3 où je séjournais m'avait donné un petit matelas en attendant que je trouve la langue des chats. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les matelas de 3000 là-bas, la langue des chats. Donc, il y a des gens là-bas, mon père, que vous allez voir les pieds gonflés comme la patte de l'éléphant. Ce n'est pas parce qu'ils sont malades, c'est pour faute de sommeil. Parce que quand en prison, vous ne dormez pas, ça va impacter sur votre organisme. Et j'ai vu des gens dans mon local, parce que là-bas, le mandat, ça dit que c'est à prix d'or. Ça dit que l'heure du coucher, c'est à 21h. Ceux qui n'ont pas de mandat, c'est-à-dire on nettoie, on lave le local.
vous installez les matelas au sol. L'heure de s'élever, c'est 6 heures. Mais nous qui avons des mandats, vous pouvez dormir comme vous voulez parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Et on ne doit pas vous trouver à l'intérieur du local, vous qui n'avez pas de mandat en journée. Donc vous allez voir des gens qui vont passer le temps à déambuler tout le long de la journée. Vous venez se coucher à 21 heures. Le local est bien, il y a la télévision. Vous payez 100 francs chaque dimanche pour votre majordome parce qu'il y a un majordome qui est là pour laver les assiettes. Il y a un réchaud, vous achetez le litre de pétrole si vous voulez qu'on vous saute. Ça dit que du riz, vous lui donnez de l'argent, il va faire le... Donc, c'est pour vous dire que pour arriver à atteindre ce niveau-là, il faudrait déjà d'abord que vous-même, premièrement, vous ayez bâti une toute petite fortune et plus ou moins ceux qui sont à l'extérieur, qui vous soutiennent, soient des personnes vraies. Sinon, vous allez craquer. Ce n'est pas facile. Donc, quand vous avez vu nos frères du nord-ouest et du sud-ouest et l'ensemble des autres prisonniers manifester leur mécontentement, c'est légitime. Parce qu'à Kondengui, mon père, si Dieu n'est pas avec vous et que psychologiquement vous n'êtes pas prêt, vous aurez la dépression et on va vous avoir. Il y a des choses horribles que quand vous voyez là-bas, ce n'est pas un bon endroit. Mais quand vous y allez là-bas, c'est une école. Et surtout quand vous êtes allé là-bas injustement, quand vous ressortez de là, vous êtes fortifié. C'est pour ça qu'il dit, on la ressortira de là, il sera fortifié. Ceux qui ont cru lui faire du mal n'ont pas su que c'était leur déchéance. Et ils n'ont qu'à voir aujourd'hui. On dit déjà, ils ont tiré la sonnette d'alarme, ils avaient fait ceci, on parlait de procès en sorcellerie. Il n'y a pas de procès en sorcellerie. Vous allez répondre. Vous avez fabriqué des manières sur le plan médiatique, vous avez blanchi de l'argent avec eux, mais sachez-en que le temps de Dieu n'étant pas le temps des hommes, vous êtes déjà en train de vivre la justice divine. Mais ce moment-là, lui, il est sorti grandi. Il restait serein parce que les dénonciations faites par lui sont légitimes, elles sont vraies. Il y a tout un patrimoine de l'État du Cameroun qui a été embrigadé par ces gens. Et tout le monde sait que ces promoteurs des médias, c'était un homme qui a de cela 10 ans. Il avait une femme qui était commerçante. Il était un cousin de M. Georges Gilbert Bangola. C'est vrai qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un, mais il faut quand même une traçabilité. Oui. Oui. À la suite de Sébastien, parce que ce qu'il dit est important, M. Paul Désir. Et je pense que parfois, il faut que nous puissions procéder par des exemples, comme l'exemple de Sébastien Ebana, pour comprendre ce que c'est que l'être humain en réalité. Parce que moi, je suis mal à l'aise quand des gens chaudifient l'être humain. On dit que nous ne sommes rien parce que vous n'avez pas... Moi-même, je vais vous dire, Sébastien a évoqué les gens qui partent, qui sont placés sous mandat de dépôt parce qu'ils ont pu payer une caution de 25 000 francs. Je vous dis, pour des rafles, moi j'ai assisté. Je toujours dit ici, parce que quand on m'avait coupé l'oreille, j'ai fait la cellule. Je suis arrivé au parquet. Comment? C'est-à-dire qu'il faut, et c'est encore l'occasion pour moi de dire aux responsables de la gendarmerie merci, parce qu'ils ont chassé le lieutenant-colonel Serge Kaolé du service central de recherche judiciaire, parce que ce monsieur a fait beaucoup de dégâts de ce côté-là. Et je dis merci parce qu'il n'est plus là-bas. Je crois qu'on l'a envoyé au ministère. Serge Kaolé, comment est-ce qu'on peut arrêter les filles qui m'ont coupé l'oreille? On les recherche pendant des mois, elles sont en fuite, en cavale. Le procureur signe un mandat contre elles. Quand j'arrive au niveau du service central, les enquêteurs, qui étaient au nombre de 6, me disent qu'il faut donner l'argent pour qu'on parte interpeller les filles avec le mandat que le procureur signé. Vous voyez que même au niveau des mandats, c'est un gros business des OPJ. C'est-à-dire que le procureur signe le mandat, les OPJ font de ça un business. Et c'est comme ça que pour qu'on m'entende, il a fallu que je donne 70 000 francs aux enquêteurs du service central. Pour qu'ils ne vous chargent pas. Non, pour qu'ils puissent exécuter le mandat. Tout à fait. Rien que pour exécuter le mandat du procureur qui devait naturellement être exécuté, c'est pas un ordre du procureur qui a dit recherchez-moi telle personne et présentez-la moi. Alors ils m'ont demandé 70 000. Quand j'ai dit que je n'ai même pas le temps de rentrer comme la période de novembre, de septembre qui approche là, et tout. Et ils me disent, je dis que vraiment, ils me disent que si tu n'as pas, tu peux attendre le jour que tu auras. J'ai dit non, j'ai mis 30 000, ils ont dit non, si tu n'as pas 70 000, tu laisses. C'est comme ça que voyant que mon affaire, il faut que ça avance. Je donne 70 000 francs. J'ai donné, et c'est comme ça que ces gens m'ont donné une photocopie. J'ai dit, photocopie du mandat, me disant, bon, vas-y, le jour que tu les vois, tu peux me saisir quelque chose, mais tu nous appelles. Non, tu nous appelles. Ou tu peux saisir. C'est comme ça que j'ai fouillé ces filles. J'ai dû mobiliser. C'est-à-dire que tous les jours, je fouillais. Partout, je peux savoir qui peuvent être. J'ai mis des gens. C'est-à-dire que je payais, par exemple, toute une journée. Et j'ai fini par les repérer un jour. Et j'ai mis la main sur eux avec les policiers. Quand on les avait au service en cas de recherche judiciaire,
Kaole dit qu'il va les libérer, il va les libérer parce qu'il n'a pas de cellules pour les femmes. Alors je dis que, mais attends, vous n'avez pas de cellules pour les femmes, donc le procureur qui a envoyé le mandat, s'il était fou pour vous envoyer les femmes, et puis il dit que non, il n'a que les places pour les grands bandits. C'est ce que Kaole j'avais dit. Alors, étant fâché de cela, je suis allé voir le procureur Meka. Personnellement, je lui ai dit, le même jour, je lui ai dit, voilà, il me dit, fais-moi ça sur requête. J'ai écrit la requête rapidement, j'ai donné, il a solutionné. Dans les enquêtes, puisque j'ai vu les instructions, il avait demandé au service central Kaole d'exécuter le mandat en l'état. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il défère les filles. C'est une façon polie de lui donner un ordre de déférer les filles. C'est comme ça que Kaole et ses gars manigancent. Pendant que moi je sais que non, on va déférer les filles le lendemain, il m'appelle le téléphone le soir, il dit bon, passe le matin, tu vas signer des documents, on va déférer les filles. Quand j'arrive là-bas, ils me disent que bon, signe ici que tu es gardé à vue, tu signes que la garde à vue est levée parce qu'on vous défait vous tous. Voilà le pays. J'étais en soutane, j'avais une soutane blanche. C'est comme ça que je suis déféré. Et vous allez faire comment? Vous allez bagarrer avec eux, vous allez leur dire quoi? Ils vont faire de vous, ils vont venir leur pick-up avec les filles en question. Même comme étant dedans, ils m'ont piétiné, ils ont tapé, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. J'étais là, je supportais. Et quand vous arrivez au parquet, s'il vous plaît, vous n'avez pas votre procureur, hein? La direction, c'est à la cellule du parquet. La direction, c'est à la cellule du parquet. Donc, là, rassurez-vous, c'est d'abord une journée gardée à vue. Et c'est comme ça que je passe cette journée. Heureusement, il y a quand même des gens qui sont humains et qui ont la crainte de Dieu. C'est un chef de poste, officier qui avait dit non, c'est quand même un prêtre. Vous ne pouvez pas le mettre en cellule. C'est comme ça qu'on me laisse au poste, et surtout il est en soutane. C'est comme ça qu'on me laisse au poste, du parquet là. J'étais assis là. Et c'est comme ça que le soir, on fait les solutions. Le procureur, quand on parle de Fatima qui travaille, j'appelle Fatima en partant au parquet. Que bon, les gens là me font un mouvement, ils disent qu'ils me défèrent. Elle commence à. Parce qu'elle me fait le dossier. J'avais son numéro personnel. Je l'appelle, je lui dis voilà, madame Fatima, tout, voilà. Elle me dit bon, ok, comme vous venez au parquet ici, venez. J'arrive là-bas. Mais dans mes informations, c'est que Fatima, qui était magistrat de permanence ce jour-là, au parquet, elle avait solutionné, puisqu'il y avait les transactions, elle m'a dit que je paye 50 000 de caution. Et quand le procureur me est arrivé, on lui a présenté le dossier, il a changé, il a mis 200, c'est-à-dire il a mis 2 devant. C'est-à-dire que je dois payer 250 000 francs de caution pour sortir. Vous vous rendez compte? Et c'est comme ça que le soir, quand on lit les solutions, on me dit je dois payer une caution de 250 000 pour sortir. Et c'est comme ça que j'étais obligé, parce que vous voyez, on vous demande 250 000 là. Vous n'avez pas prévu tout ça. Et tout d'abord, je n'étais pas gardé à vue à une cellule. Même quand on m'avait déféré, je n'étais jamais gardé à vue. Mais on m'a seulement pris, comme on dit, le hora. On m'a amené, on m'a mis à la cellule là-bas. Et le son me dit 250 000. J'étais obligé le temps de réunir cette somme parce que je ne suis pas riche. C'est le business. Le temps de réunir cette somme, j'étais obligé d'aller dormir à la cellule de commissaire sanguin numéro 1. Et s'il vous plaît là-bas, même si vous êtes prêtre, d'abord quand vous êtes prêtre, vous arrivez là-bas, d'abord vous perdez votre autorité de prêtre. Hein. C'est-à-dire le policier qui vous regarde, même si votre personne, non, vous, pour lui, vous dites un grand bandit, vous n'êtes pas celui qu'on peut fréquenter. Non, vous êtes rejeté, Paul. Je vous assure, on sait que c'est Paul Désébia. Une fois que vous êtes gardé à vue, même si c'est à tort, c'est-à-dire que le regard de ceux qui sont là, c'est déjà que vous êtes intimidé, vous êtes condamné déjà c'est-à-dire que coupable. Vous êtes coupable automatiquement. Ils n'ont même pas regardé que le monsieur c'est en soutane. Je vous dis, je n'ai pas d'autre avis. Il parle au cœur. Ces gens m'ont jeté au commissaire central, numéro 1. On m'a jeté en cellule, en soutane. Je vous dis en soutane. J'avais une soutane blanche. Et tout ce que vous racontez, Sébastien, j'ai vécu ça là-bas. J'ai vécu ça là-bas. Je vous assure, c'est indescriptible, la misère des gens. Les gens qui sont pas... Et tu sais que quand vous êtes là-bas, tout le monde raconte ses déboires. Chacun essaie d'expliquer ce qu'il fait. Ça devient une famille. Vous causez entre vous, vous essayez de serrer les coudes. Même quand on met le pain à quelqu'un, il partage avec les autres et tout. Si tu permets, moi je vais même vous remercier quand vous avez assisté M. Georges Hébert Bangola, Paul Lézy et vous. Parce que j'étais même très content quand je l'avais trouvé là où le poste là où vous parlez. Parce que s'il était entré à l'intérieur de la cellule du parquet, il serait sorti de là infecté. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de guetter. Savez-vous qu'il y a un petit angle là-bas à l'intérieur qui fait office des toilettes? Oui, tout à fait. On pisse là-bas. Même le sol, M. Paul Désir, il a dit que c'est lui, qui est parti là-bas, se mettre à l'aise. Quand il ressort de là, il piétine les mêmes urines qui reviennent avec ça sur la grande salle. C'est comme ça que c'est là où tout le monde s'assoit. Je vous assure que les 2 jours que j'ai passé là-bas,
Tout ce qu'on venait me donner comme repas, je ne mangeais pas. Parce Non, que tu peux pas manger. L'odeur, monsieur Paul Désir. Surtout, bon, il y a des gens qui prouvent ça passe. Donc, mais Dieu merci, quand j'avais trouvé monsieur Baola là, parce que connaissant son hygiène de vie, parce qu'il a un peu une hygiène alimentaire comme la mienne, je pense que s'il était entré là, ça devait être catastrophique pour lui. Parce qu'en réalité, il y a une caméra de surveillance pour regarder si vous allez appeler, mais on n'aménage pas, on ne nettoie pas. Je vous assure, l'odeur. Vous voyez, les excréments sont là. Quelqu'un va complètement là-bas, il baisse son pantalon, il défait là. L'odeur là, vous et s'il vous plaît, nous parlons du parquet. De Celui du parquet, il y a des centres administratifs. Donc, tout l'or que vous voyez en haut là, c'est joli, c'est beau. Mais je vous dis, c'est le Capharnaüm en bas là-bas. C'est l'enfer. J'ai clôturé, je dirais tout simplement. Les gens disent que tel travail. Le scénario que vous avez vu, M. Georges Gilbert Baola a vécu par rapport à son arrestation fabriquée et masquée. C'est-à-dire que c'est le même process qu'ils ont entrepris avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont des gens à l'extérieur, certains qui sont des journalistes, certains qui se revendiquent d'être membres de la société civile, qui sont les indices qui travaillent en étroite collaboration avec ces gens. Donc tout ce que vous avez vu, le même frère, c'est-à-dire qu'il était la même aire géographique que moi, et ben on a joué ses rôles. Parce que dans ces médias où il dit service, c'est comme ça qu'on poussait, humilier les gens. Il avait été mis en mission, on met beaucoup d'argent parce qu'on voulait humilier Baola. Mais ils n'ont pas humilié Baola, ils ont plutôt grandi la cote de popularité de M. Georges Gilbert Baola. Parce que les Camerounais qui ne sont pas incultes, qui ont le bon discernement, ont compris que là, il y a de la mascarade. Parce que tout le monde a vu le scénario. Le commissariat central numéro 1 que vous faites allusion, vous avez parfaitement raison. J'avais donné le numéro de téléphone de M. Paul Désir quand j'étais détenu là-bas. Il y a eu des jeunes qui étaient partis du GSO qui vous faisaient comprendre que de tous les séjours au GSO, quand on venait les faire sortir de leur cellule le matin, la question qu'on leur posait, c'était de savoir, vous avez appris votre café, et ils se disaient que c'était le café alimentaire, mais c'était la bastonnade à la machette. Il y avait même eu un gars du Nord que je vous avais dit qu'il était couché, il saignait à grosses gouttes, qu'on avait tabassé. Non, là-bas, on a cassé, ne dites pas que vous êtes malade. On a cassé la tête avec l'arme, donc on a maintenant pris la bande blanche là, on a mis tout autour. Donc il passait tout le temps à crier. Donc à un moment donné, vous êtes même obligé d'oublier ce qui vous a amené là-bas. Et moi j'ai eu la chance parce que quand je suis entré à l'intérieur de cette cellule, je vous remercie, vous les hommes des médias sérieux, que vous m'avez permis de prendre souvent la parole. Ils ont reconnu mon thème vocal. C'est comme ça que, parce que quand vous arrivez, ils vous disent que voilà, c'est 6 000 francs les frais de cellule, que c'est là où on va acheter l'eau de Javel pour laver la cellule, on va acheter du pain pour ceux qui sont malades, on pourra trouver des comprimés. Moi, je leur ai dit que d'abord, les conditions dans lesquelles vous êtes venu m'arrêter chez moi ne m'ont même pas permis au moins de pouvoir avoir quelque chose. Je n'ai que 100 francs sur moi. C'est comme ça qu'il y a donc un d'entre eux qui sort de là. Il vient dire, monsieur, je vous entends souvent, c'est vous. Ils m'ont confondu à Duval et Balé. J'ai dit non, je m'appelle Ebala. Ça va dire oui, je vous suis souvent avec M. Paul Désir. À l'époque, à la cellule, il dit oui. Qu'est-ce qui vous a amené? C'est l'affaire de cet individu-là. Il dit oui. C'est comme ça qu'il a donc pris sur lui. Parce qu'il faisait partie des chefs de cette cellule. Que celui-ci, personne ne doit mettre la main sur lui. Parce que c'est grâce à lui ici qu'un certain nombre des informations sortiront de là. Et il y a donc des enquêteurs là-bas. Parce que le commissaire qui commande le commissariat central numéro 1 est de la même aire géographique que moi. Donc il a créé un vaste réseau là-bas avec un certain nombre d'enquêteurs. Ça veut dire que les problèmes sont... C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle... C'est-à-dire qu'ils essayent de faire le choix sur un certain nombre d'affaires. Ça veut dire que si vous venez là-bas avec une affaire comme ça, l'enquêteur vous dit que pour que je ne vous charge pas, pour que j'envoie ça chez le procureur, parce que beaucoup sont les complices de certains magistrats. Ça veut dire que les OPJ... Vous devez donner 50 000. Ça veut dire que si vous avez volé à la machette, il peut maintenant alléger après ces 50 000 francs. Il dit peut-être que bon, on vous a attrapé en train de voler un poulet. Pour que vous lui pensez vous sortir de l'affaire. Quand vous ne réussissez pas à donner ces 50 000 francs, ça c'est ce qu'il fait. Il vous charge, il vous fouette à la machette. Il vous fouette à la machette. Ce sont les témoignages là que j'avais voulu que ces jeunes-là appellent en direct pour vous faire passer l'information. Donc ce que vous dites est vrai. Et je vais encore même vous dire d'autres choses. Il y a certains magistrats là-bas, quand ils voient les affaires, ils voient que bon, l'affaire si c'est contre un footballeur, comme notre affaire, le mandat d'arrêt qu'on a délivré contre moi, ce n'est pas parce que j'avais refusé de référer à la convocation. C'est parce que moi j'ai eu le bon discernement, je vous avais expliqué ça à mon père. Parce que j'ai dit, une affaire d'injure et de diffamation, on ne peut pas déjà vous dire dans la notification de comparution que vous êtes déjà coupable. On vous parlait d'inculpation, on doit au moins parler d'accusation, que vous êtes accusé d'injure et de diffamation. Quand moi j'avais pris connaissance de ça, connaissant le nouveau code de procédure pénale, où l'individu magistrat avait déjà listé les articles, j'ai dit à mon co-accusé que si nous y allons là-bas, nous allons aller en prison. Bon, lui, il a voulu jouer les euros. Et après, à 19h, il m'a envoyé le message qu'il est en prison. Donc, on a délivré le mandat d'arrêt. Pourquoi? Parce que le nombre d'informations que ces gens pensaient que nous, on avait à notre position, sur ces soi-disant footballeurs,
les femmes des gens qu'il a avilis, un certain nombre de pratiques peu orthodoxes, des pratiques contre nature. Il avait donc peur qu'on pouvait faire les révélations. C'est pour ça qu'il nous a fait une citation directe chez ce magistrat qui a les mêmes origines et qui est un de ses frères de famille pour qu'on n'ait pas un procès en public. Donc il a sorti 24 millions de francs CFA. Donc quand on lance le mandat d'arrêt, ce n'est pas parce qu'on dit que non, j'ai manqué de respect à la justice camerounaise, parce que derrière ça, il y avait de l'argent. Et l'argent avait été sectionné, c'est-à-dire on a pris des indices à qui on a donné de l'argent au quartier. Un a transporté 5 millions, et même venu ici, il a lancé les radios, rencontré Paul Désir, s'il connaît ma maison. Donc il distribuait ça aux gens pour qu'on sache où sont mes endroits où j'ai fréquenté souvent régulièrement. L'argent, on donnait de l'argent aux gens. Donc on me traquait, mais j'étais là, j'étais serein parce qu'ils savaient que je n'avais rien. Donc c'est comme ça que la justice du Cameroun fonctionne. Donc à travers l'affaire de Bangola, l'affaire de un certain nombre de Camerounais, que les Camerounais comprennent aujourd'hui qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice au Cameroun, elle est à la solde des individus. Vous avez cité un procureur là-bas, que moi je ne vais pas citer. Ce sont les 4 bras armés qui détruisent notre justice. Avec celui qui est brun dans ses ministères, vous allez voir l'autre qui est le procureur qui est au-dessus de lui. Et il y a maintenant un magistrat, c'est lui qui nous a envoyés en prison. C'est lui là-bas, on l'appelle l'axe du mal. Tous les problèmes, quand vous arrivez dans son cabinet, c'est mandat de dépôt. Il ne peut même pas savoir mandat de dépôt. Mandat de dépôt parce que quoi? Pour lui, il estime que le nombre de personnes qu'il envoie en détention préventive, ça fait de lui un grand magistrat. Il pourra connaître des promotions. Donc c'est ça notre justice. Notre justice est corrompue. J'étais en train de dire que ce sont ce genre de témoignages pour le désir qu'il faille que les Camerounais entendent. Lorsque nous parlons, nous dénonçons des choses, on se dit que, et j'ai dit même ici, si on veut avoir des magistrats vrais et une bonne justice, il faudrait qu'on inscrive dans la formation des magistrats un passage dans une maison carcérale. C'est-à-dire que obligatoire, comme stage. C'est-à-dire qu'on vous met là-bas en anonyme, vous vous débrouillez. C'est-à-dire que ça doit être le d'un décret. C'est-à-dire que le président dit, pour qui formation des magistrats, vous allez voir la misère qu'il y a dans les... Je vous assure, au commissariat Sankara, la peur que de Yaoundé. Quelqu'un pleure, il a mal, comme il disait. Il a mal parce qu'il est blessé. On te gronde même plutôt. Non mais attends monsieur. On t'insulte. Il dit que là-bas, vous expliquez souvent aux policiers, aux OPJ qui viennent. C'est-à-dire quand j'ai un OPJ devant moi qui vient à l'église, qui a des problèmes dans sa famille, c'est-à-dire les hommes en tenue là en général. Quand tu poses tes problèmes, je t'écoute. Et quand je commence à prier sur toi, et je me rends compte que ça ne va pas. Donc je te demande qu'est-ce que tu as fait à qui? C'est ça. Non, c'est ça, parce qu'il y a des choses que ça ne dépend pas de moi. Tu poses des actes uniquement sur les individus. Et quand tu es frappé dans tes enfants, dans tes biens, ou bien dans ta vie, tu es que malade, tu as une maladie bizarre, tu n'es pas soigné, les paralysés et consorts, toi, tu vas trouver la solution comment? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi, monsieur. Donc, je vous dis, quand vous arrivez dans ces choses, vous voyez, vous vous demandez si c'est les mêmes êtres humains qui parlent avec vous dehors. Juste pas demander à cette manière, quand tu envoies les gens, les pères de famille, tu détruis des vies pour rien. C'est-à-dire que parce qu'il y a des relations, les coups de fil. Comme dans mon cas, une affaire où j'ai l'oreille coupée, je vous assure, j'avais encore mon oreille coupée frais, avec la bande sur l'oreille. J'ai dit la bande, l'oreille fraîche coupée. Je prenais des antibiotiques, mais j'ai fait des jours où je ne pouvais pas manger. Parce que d'abord, dégoûté, comme Sébastien dit, tu n'as pas d'appétit. Tu peux pas. Et puis, affaibli. Même si tu je vous dis, j'ai maigri en 2 jours. Je suis devenu comme un squelette quand il ne mangeait pas. Parce que, et le stress, et le chagrin, tu dis, mais attends, sur la base de quoi est-ce que tu peux être enfermé? Quand vous me parlez de me capiller bon magistrat, je suis désolé. Je suis désolé. C'est l'accès du mal même. Moi, je dis, il faut arriver à dire à ces gens qui ne sont pas des dieux. Parce que, vous vous racontez, j'ai passé ce temps il fallait encore aller le lendemain au parquet. Et s'il vous plaît, quand vous mettez dans la voiture, les voitures qu'on loue là, à la caméra. Et attends, il ajoute de l'eau à la suite des pères Jean-Jacques Olavivé. Il faut rappeler que tout le ministère de la Justice que vous voyez là, qui est devenu un vaste comptoir, où les gens envoient les gens en prison injustement, saviez-vous qu'ils n'ont pas une voiture spécialisée pour le transfert? Jamais. Ils ont les voitures. Ils vont louer les voitures de soir. Et parfois, ils ne payent même pas les factures, mais dans le budget de la justice, on met dedans. Ça, c'est une confidence. Je n'ai même pas. L'un qui a une voiture là-bas. Je n'ai même pas envie de parler à un procureur là que lui, quand on donne les monuments, le chauffeur, il bouffe. Il donne ce qu'il veut. À l'intérieur de chez lui, j'ai des gens. Donc, ce qui fait que il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que bon, il y a des choses, dans tous les cas. Je voudrais dire que pour les Zébia, il faudrait que les magistrats soient humains. Moi, je dis,
quand tu peux envoyer quelqu'un pour un problème de rare, tu l'envoies en cellule, tu l'envoies à Konengi. Parce qu'il n'a pas 25 000 écoutes. Parce qu'il va payer la caution de 25 000. Et tu pars trouver tes enfants à la maison. Tu les regardes. Tu dors avec ta femme. Tu les fais l'amour. Je me demande si, dans ton esprit, tu es tranquille. Moi, c'est terrible. Et quand je vous dis, le jour que je pardonne, on devait me l'envoyer parce qu'il faut encore repartir au parquet le matin parce qu'on ne peut pas vous laisser là au commissariat. Vous rentrez au parquet pour que et tout. Il y a un policier qui prend quand même sur lui de dire que, comme on menote les gens, pour les mettre dans le cas et tout, il prend quand même sur lui de dire qu'il va me menotter. C'est une dame qui lui a parlé en Ewondo pour lui dire que, mais attends, quand même, c'est un prêt, tu ne peux pas menotter le prêt comme ça, la soutane et tout. C'est là où le monsieur se ressaisit, il dit que bon, ok, c'est comme ça que j'ai été accepté à monter dans le car sans être menotté. Et vous arrivez, on vous met encore celui du parquet. Et ce jour, deuxième jour, donc, c'est là où il y a eu donc des transactions. C'est-à-dire, on me demande, bon, pour être à celui du parquet, donne 5 000. Je leur ai dit, moi, je n'ai pas l'argent à donner aux gens. Je ne sais même pas d'ailleurs ce que je fais là, si c'est la prison, envoyez-moi plus haut. Alors, monsieur, il dit, parce qu'on a changé d'équipe. Alors, il dit, ok, on m'a encore mis à celui du parquet en soutane. Je vous dis, et moi je dis, quand un policier a un problème, ou bien ces gens-là, quand ils sont dans un endroit où ils ont le pouvoir, ils pensent qu'ils sont les tout permis. Quand ils ont les problèmes, ils viennent voir les prêtres. Moi, je dis à mes confrères prêtres et qui nous écoutent et au pasteur. Non, il faut les recevoir. On ne peut pas ne pas les recevoir. Mais je dis, quand quelqu'un vous prie sur quelqu'un, vous faites tout ce que vous avez appris à l'école. Tous les dons que vous pouvez, vous mettez tout. Ça ne marche pas. Demandez-lui que tu as fait quoi aux gens. Est-ce que ta vie est bien? Parce que rien que le simple fait de prendre un homme de Dieu et sur toi, il n'a pas volé. Il n'a pas tué. Il a été même victime d'abus. J'ai la blessure qui saigne encore. Mon oreille coupée. Je suis handicapé le lendemain. Agressé chez moi par ma belle-sœur. Je ne me suis pas défendu. Je me suis laissé faire. Et c'est comme ça que je me trouve parce qu'il y a des manigances. Parce que Kaol estimait que je lui ai fait affront. Il voulait laisser les filles. Je suis allé trahir chez le procureur. En étant dans leur manigance, comme ils sont juste dans leurs choses, ils m'ont fait ça dur. Rien que pour cela. Et vous voyez comment vous vous mettez à souffrir. On vous met en cellule, en soutane. D'accord, merci. Et ce qui fait que, je vais terminer, c'est très important. Il faut dire que, à la fin, vous vous rendez donc compte que quand je sors de là, je ne sais pas, j'ai dû faire pratiquement 2 semaines ou 3 semaines. Tous les jours que Dieu a créé, je partais à la cellule, tout au moins comme je ne peux pas aller au parquet là-bas tout le temps, je partais au moins pour donner du pain et de la sardine à ces gens. Il dit, il faut faire un tour pour comprendre. Et quand vous sortez de là, comme nous autres, je dis, je n'arrivais pas à dormir sachant comment les gens souffrent dans les cellules à Yaoundé. C'est-à-dire que comment les gens sont maltraités comme des animaux. Quand vous dites que la raison pénale, on met dans la pomme de main, on met le riz ici, on met le haricot ici. Ceux qui n'ont pas de plat. Mais c'est des réalités. Et nous disons à ces gens qui nous gouvernent, franchement, vous n'êtes pas immortel. D'accord, merci. Vous avez le pouvoir et tout ce que vous pouvez avoir. Il faut gérer les choses selon, c'est-à-dire quand tu es un être humain qui a un cœur. Même comme je sais que la plupart ont déjà vendu leurs âmes au diable, mais il n'y a pas de problème. D'accord, ce qui est sûr, il y a encore des gens aussi qui font des efforts de Merci beaucoup, Père Jean-Jacques. Okay. Vous écoutez la 103.0 FM, vous êtes sur Voice, et merci également à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Alors, on parlait en tout début d'émission de ces Camerounais, ces ouvriers qui observent une grève sur le site qui abrite le stade Paul Biya, au Lembe, à Yaoundé. Ils disent n'avoir pas été payés, par conséquent, ils ont bloqué toutes les routes, les issues de ce stade à Yaoundé. Mais je voudrais quand même que l'on écoute quelques-unes des personnalités, des autorités qui se sont prononcées sur l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019 à Yaoundé. Et une batterie de mesures avait été mise sur pied dans le sens de préparer justement cette compétition. Finalement, elle n'a pas eu lieu au Cameroun. Alors, aura-t-elle lieu la Coupe d'Afrique en 2021 en guise de glissement de date finalement, comme l'avait annoncé le chef de l'État, quand aujourd'hui on commence à vivre ces moments ces événements de contestation et de protestation nourris par ceux-là qui ont travaillé sur ces stades mais qui n'ont pas été payés. Alors on écoute ces autorités et juste après on reviendra dans le studio pour la suite du débat. À tout à l'heure. Je voudrais réitérer ici
le ferme engagement du gouvernement à organiser la CAN 2019. On ne pourrait pas ne pas parler devant Hollande. Qu'il soit donc clair et définitivement installé dans les esprits des uns et des autres et qu'il n'y ait plus la moindre équivoque à ce sujet. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin-juillet 2019 et selon la formule de participation de 24 sélections nationales telle que décidée par la CAF au cours de la session de son comité exécutif le 20 juillet 2017 à Rabat. Il y a beaucoup de réactions. Qu'il soit ainsi établi que cette organisation sera excellente, qu'elle sera couronnée de succès, à l'entière satisfaction de la CAF, du public camerounais et de la communauté sportive africaine et mondiale. Il faut que ce soit gravé de manière définitive dans l'esprit des uns et des autres, en particulier des journalistes. Incroyable. Vraiment. Ça. À cet effet, le gouvernement tout entier, en relation étroite avec la Fédération camerounaise de football, est en permanence mobilisé sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, et sous la coordination effective Il faudra de mettre le Premier tous les ministre. extraits là, que nous avons eu à parler là tout à l'heure. Oui, je vais découper. Tout ça. Accentue ça sur Ça s'est coupé. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion À dire que ces gens sont toujours en poste, hein. Ah oui. Tous ceux qui parlent là. Ce sera l'occasion, et au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. Et j'en ai pris l'engagement. Frédéric Super, bonjour. Bonjour François. Le Bonjour, Cameroun Bernard. défaillant en 2019, défaillant en 2021, c'est une hypothèse aujourd'hui? C'est une hypothèse, ça n'est pas complètement exclu. Alors ça ne va pas plaire forcément aux Camerounais que l'on dise ça. Mais c'est vrai que depuis la fin de l'année dernière, quand la CAF et le président Hamad ont décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun pour la donner à l'Égypte, depuis, on a l'impression que tout s'est arrêté au Cameroun. Tous les travaux, tout ce qui n'était pas prêt pour l'organiser en 2019 et qu'il faudrait finir, est-ce que les Camerounais vont reprendre tout ce qui a été lancé, car ça va arriver très vite. Dans un an, eh bien, on en sera à se dire, on est à quelques 6 mois, un peu plus, de la future Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2021. Et donc, Combien de temps il Algériens, reste? peut-être qu'ils sont un petit peu... Combien de temps? Sur le fond de la victoire. Voilà, le forêt de la victoire, ils surfent sur ce type de champion d'Afrique en Égypte. On peut y aller. Victoire au final face au Sénégal et ils se verraient bien, oui, remplacer le Cameroun au pied levé. Alors, il était le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, sur un plateau de télévision, télé algérienne. La question lui a été posée, est-ce que l'Algérie serait prête, le cas échéant, à remplacer le Cameroun? Il a répondu, bah oui, bien entendu, on a toutes les infrastructures, on a les stades, on a tout ce qu'il faut. Et la polémique est lancée, ça n'a pas du tout plu du côté des Côté Camerounais, hein. Camerounais et CAF, qu'est-ce qu'on a dit? Ce qui est étonnant, c'est que quand même le ministre algérien des Sports précise qu'il répond là à une requête Combien de temps il reste? Qui a sondé l'Algérie. Ils ont entendu des trucs un peu 10 méfiants, secondes. la Confédération 10 secondes, football. d'accord. Mais la CAF aurait demandé à l'Algérie, est-ce que vous seriez prêt si jamais dans un an il fallait remplacer le Cameroun? Bon, la suite. Monsieur Paul Désibillard. Allez, on est de retour à l'antenne. Nous avons sélectionné ces extraits pour vous faire apprécier ce qui a été dit avant concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019. Mais maintenant, elle est passée, celle de 2019.
Le Cameroun pourra-t-il organiser la Coupe d'Afrique de 2021? Ça c'est la question, mais le constat est que les infrastructures, la construction de toutes celles-ci s'est arrêtée. Aujourd'hui, on vit même des situations de contestation, de protestation, de revendication, parce qu'il y a les ouvriers du stade de Lembe, le stade baptisé Paul Biya, où on observe depuis quelques jours des blocages sur le site. Personne n'entre, personne ne ressort, parce que ceux qui ont travaillé là disent n'avoir pas été payés. Je pense qu'on ira au téléphone tout à l'heure pour essayer de prendre ces ouvriers qui sont sur le site du stade de Paul Biya au quartier Olembe à Yaoundé. Sébastien Ebala, vous avez dû discuter avec certains, vous allez donner quelques informations, mais davantage répondre à la question de savoir si le Cameroun sera prêt à organiser la Coupe d'Afrique 2021. Non, vous savez, monsieur Paul Légidia, je vais d'abord saluer votre professionnalisme, parce que les extraits que le technicien Serge Guichon nous a fait passer tout à l'heure, mais ma grande surprise, pas ma grande surprise, c'est-à-dire que le constat réel, c'est que toutes ces personnes sont encore en fonction entre guillemets. Entre guillemets parce que, vous savez, je l'ai dit à son temps, je savais que vous pouvez encore aussi ressortir les extraits que la CAN 2019, le Cameroun ne pouvait pas l'organiser. Parce que le seul fait que la CAN est passée de 16 à 24 pays, c'est une mini Coupe du Monde. Ça nécessite des investissements lourds et plus ou moins, il faudrait que le pays qui veut abriter l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations soit un pays sérieux et des personnes sur le plan politique qui ont une certaine légitimité, qui sont des patriotes et que ces pays disposent des moyens conséquents pour lui permettre de se doter des infrastructures qui doivent abriter cette CAN. Le problème de fond, c'est que la CAN 2021, même celle-là n'aura pas lieu au Cameroun. Elle n'aura pas lieu au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts, M. Paul Lézilia. Refaisons l'histoire, parce que c'est l'histoire qui nous permet de nous glorifier. Septembre 2014, il y a tout un lobbying qui est constitué par l'État du Cameroun. À l'époque, M. Luc-Paul Motazé est secrétaire général des services du Premier ministre. Il est celui qui pilote les projets structurants. Il demande à l'État du Cameroun de mettre à sa disposition 300 millions pour faire un lobbying, pour constituer une équipe de choc, pour présenter la candidature du Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019. Parce que le Cameroun était en liste avec des pays comme la Zambie, le Sénégal, l'Algérie, le Gabon et le reste. Au sorti de là, il y a eu tout un comité qui avait été choisi avec des experts. Et ce jour, c'était à l'auditorium d'Addis Abeba, où les différents pays qui étaient candidats à l'organisation de cette CAN devaient présenter les projets y afférents. Le Cameroun est allé avec des maquettes, c'est-à-dire qu'il y a un Mondo Vision qu'on a projeté. Les gens vous ont dit, c'est ce jour-là, c'est lui qui défendait le projet, c'était Tombialo. Il vous a dit, dans les projets, on vous a parlé du complexe sportif de Lembe Paul Biya, le complexe sportif de Japoma. On vous a parlé de l'autoroute Yaoundé-Douala, que Nganou Messi est venu vous dire que ça ne sera plus l'autoroute, ça sera une voie rapide. On vous a parlé de l'autoroute Yaoundé-Simalen, qu'on pourra partir d'un Simalen en 13 minutes. On rallie Yaoundé, je crois Simalen, Yaoundé, c'est quoi? Mon père, c'est 12 km, non? Voilà, quelque chose comme ça. On a vu 2014, 2018, rien n'avait bougé. Rien n'était sorti de terre. Il a fallu que Ahmad aille accorder une interview dans une radio burkinabé pour que les gens s'émeuvent. On commence à faire des tirs groupés disant que même une CAN à 4 pays, le Cameroun n'est pas prêt. Et en ce moment-là, il avait raison. La preuve en est que Abbas Sadou, qui était ministre en charge de la passation des marchés publics, immédiatement a réuni toutes les entreprises pour voir clair. Et on s'est rendu compte que toutes les entreprises qui avaient souscrit, c'est-à-dire que pour gagner les marchés par rapport aux infrastructures qui avaient trait à la CAN, c'était des entreprises fictives qui n'avaient même pas de sites internet, de boîtes email, n'avaient même pas de matériel. Donc c'était des entreprises dans les malais, dont les appels des grés à gré ou des copains et des coquins, ça coquinait comme ça pour bouffer l'argent du Cameroun. Il a refait, c'est-à-dire que quelque chose qu'on appelle un toilettage, où on a vu les plans pour Thomas, quelqu'un qui n'avait même pas une truelle. On ne sait pas quelle alchimie, parce qu'il a des acquaintances avec des gens à la présidence, au secrétariat général de la présidence de la République. On lui a donné un marché de 26 milliards. C'est pour vous dire que le Cameroun était allé vendre du vent.
à la CAF. Lorsque Hamad, sachant très bien que le Cameroun n'était pas prêt, ambitionne de faire vendre le centre technique de l'excellence de la Confédération africaine de football qui se trouve du côté de Mankomo, parce qu'il a constaté que c'était des éléphants blancs que son prédécesseur avait fait construire comme ça là, dans certaines sous-régions, pour rendre donc la CAF, c'est-à-dire que pour permettre à la CAF d'entrer en possession, c'est-à-dire que d'atténuer, c'est-à-dire que ces dépenses, il était question de vendre cela. Entre donc en négociation avec Jérémy Sorel Nzita, qui est parmi ses collaborateurs. Il nous fait part de ce que je vais vendre ces centres qui se trouvent là-bas chez vous. Entre en contact avec les autorités sportives de ton pays pour qu'on voie comment on peut vendre cela. Alors, un individu qui aime tout embrasser, un individu qui aime toujours être au devant de la scène, ayant eu l'information, a bondi sur l'opportunité et s'est proposé de prendre un jet privé qui lui revendiquait à cette époque-là que ce jet lui appartenait, pourtant il le louait, et de dire à Hamad, c'est-à-dire que de manière fallacieuse, que je peux te faire rencontrer le président de la République de mon pays pour que vous en parliez en ce qui concerne la vente de ces centres techniques, plus ou moins de l'organisation de la CAN 2019. C'est pour ça que vous avez vu ici, avant le début de la campagne présidentielle du 7 octobre, M. Hamad est venu au Cameroun. Ce n'était pas pour débattre de l'affaire de la CAN. C'était pour venir vendre le centre technique de l'excellence de la CAF. Maintenant, Hamad donc, qui était dans sa posture d'un homme vrai, d'un homme sincère, parce que l'organisation de la CAN 2019, le passage à 24 pays, c'était son galop d'essai. Et il ne voulait pas échouer. Et il savait qu'avec le Cameroun, ça devait être un flop. Et pour lui, il est resté droit dans ses buts jusqu'au boutiste. Étant donc arrivé, ayant donc eu l'audience avec M. Biya, au sorti de là, sur le perron du palais de l'unité, M. Hamad vous a dit qu'il n'y a pas de plan B. Que le pays qui doit organiser la CAN 2019, c'est le Cameroun. Donc la CAF n'a jamais eu de plan B. Et que plus ou moins, le président peut donner les instructions, mais sur le terrain, ce n'est pas respecté. Chacun fait ce qu'il veut. Donc Hamad a même donné les informations que nous, les Camerounais, nous donnons ici. Que la gouvernance est mauvaise. Les gens tiennent compte de l'âge de l'homme et il se fait duper à tort ou à raison. Je ne sais pas. Regardez plus qu'écouter ce que nous nous disons dans les médias. Bon, comme peut-être nous sommes les non-alignés, il a fallu qu'Hamad vienne le dire. Et au sorti donc de là, il y a eu des choses peu orthodoxes qui se sont passées. Vous avez compris ça, je peux vous le révéler aujourd'hui. C'est-à-dire que de manière un peu scientifique, Hamad, il y a eu des bakchiches, c'est-à-dire que même à un moment donné, ces histoires-là, on ne lui a pas présenté la somme même normale. Je passe. Et tout le monde savait qu'on devait retirer la CAN au Cameroun. Alors, le 30 novembre 2018, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni à Dakar. Il est question de débattre du problème Cameroun. Et là, de manière à l'unanimité, tous prennent la résolution de dire qu'on doit retirer l'organisation de la CAN au Cameroun. Pourquoi? Les raisons évoquées sont deux. D'abord, le manque de sécurité, la livraison tardive des infrastructures, ce qui était fondé. C'était fondé. Hamad n'en voulait pas au Cameroun. C'est les Camerounais eux-mêmes qui ont creusé les trous qui les ont engloutis. Entre-temps, en complicité avec certains Camerounais qui se revendiquent d'être des amis d'Infantino et d'Hamad, mais qui jouent le double jeu. Parce qu'eux, ils avaient des visées. C'était quoi d'avoir la même mise sur le football camerounais qui est la FECAF. Pour qu'on mette là-bas la feuille montée qui s'y trouve de ses côtés. Et les gens ne jouaient pas franc jeu. Nous, on dénonçait. Ça nous a valu la prison. On nous a traités d'être des bonimentaires, des nihilistes, des apprentis sorciers, ceux qui veulent obtenir dans la rue, ceux qui n'ont pas pu obtenir dans les unes. Mais je pense aujourd'hui que celui qui a fait cette déclaration en 2000 a face à lui aujourd'hui les maîtres sorciers avec la corne que lui-même il a fabriqué. Donc c'est pour vous dire que ce que nous vivons du côté de l'OLM, M. Paul Désibia, c'est inacceptable. On ne doit pas le tolérer. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose que la jeune génération, vos enfants que je connais et ma fille qui a 3 ans aujourd'hui, pourront, ça dit que s'identifier ou savoir qu'il y a eu un monsieur qui a dirigé ces pays entre guillemets au nom de M. Paul Biya, c'est ce stade qui portait son nom, qui est à un jet de la présidence de la République. C'est-à-dire que quand il se brosse les dents le matin, il lève sa tête comme ça, il voit ce stade. Ça veut dire quoi? J'ai regardé le comité d'organisation locale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce cocan de la Côte d'Ivoire prend part, mon père, au conseil ministériel. Chaque mardi, parce que le conseil ministériel en Côte d'Ivoire, c'est chaque jeudi. Lorsque ces gens sont face à Ouattara, Ouattara leur dit ceci. Bon, le dernier conseil ministériel, vous m'aviez dit par exemple que le nouveau stade de 30 000 places de Yamoussoukro,
voilà, la passation des marchés c'est déjà faite. Les entreprises sont déjà à pied d'œuvre. Le nouveau stade de 60 000 places de Ibimbe qui se retrouve à Yopougon, dans 2-3 mois, ça sera inauguré. Nous en sommes où? Sciences tenantes, vous donnez des explications. Là où il y a des blocages, il vous dit là, vous m'avez dit que les financements étaient disponibles. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez eu à mettre les financements à la disposition du Comican? Si le ministère des Finances ne l'a pas fait, vous êtes immédiatement face à vos responsabilités, vous devez répondre au président de la République. Mais au Cameroun, pourquoi voulez-vous pas que le stade de l'Olembe piétine? Il n'y a pas de conseil ministériel. Un président qui ne rencontre même pas déjà ses ministres. Deuxièmement, on vous a présenté Pitine. Ça, il faut dire au Camerounais, je le dis aujourd'hui en exclusivité, Pitine, ce n'est pas une société italienne. C'est une entreprise rwandaise qui a été montée en bonne et due forme entre les Rwandais et les Camerounais. Et ces Camerounais sont à la présidence, sont à la primature. Ces Camerounais sont au ministère des Finances. On a donc pris l'ambassadrice, je crois qu'elle est encore ambassadrice, la dame là, elle est encore ambassadrice, l'ambassadrice d'Italie pour venir jouer le jeu. Parce qu'elle-même, elle a reçu une copie. Ce que j'ai dit là, si la dit que les services de renseignement veulent m'entendre, je vais les donner plus d'informations. Vous avez compris? Elle est venue jouer le jeu parce que Pitine n'est pas une entreprise italienne. C'est une entreprise rwandaise montée par ces gens qui sont à la présidence de la République qui ont donc fait même basse sur l'argent, les 2000 milliards de l'organisation de la CAN. Les grèves à répétition, c'est quoi? Vous avez suivi les ouvriers hier. Les ouvriers vous disent que depuis 2 mois, ils n'ont pas reçu les salaires. Plus ou moins, ils ont été convoqués dans une salle où on a amené des papiers avec la tête de Pitine. On a demandé à ces derniers de signer là, qu'ils vont recevoir les salaires. Ils attendent 2, 3, 4 semaines, ils ne voient pas les salaires. Et ils se rendent compte que Pitine n'est même plus dans l'affaire. Donc ils ont été entreloupés. C'est pour ça qu'hier, ils ont donc dit au directeur qu'on sait que tu es là-dedans. On sait que tu es là-dedans. Là où nous sommes ici, là, c'est nous ou toi, si nous n'entrons pas en possession de notre argent. Monsieur Paul Désir-Biya, et c'est par où je sors, je vous dirais que c'est un complot contre la jeunesse camerounaise. Et c'est à nous, jeunes Camerounais, que nous sommes. Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Ils attisent le tribalisme. Ils veulent opposer les uns contre les autres. C'est faux. Quand il faut nous piller, il faut nous émasculer, il faut nous déshumaniser. Ils font bloc ensemble. Là, ils ne tiennent plus compte que tu es Boulou, tu es Bamilé, que tu es... Non. Ils disent que les moutons des panuches, là, avilissons-les. Donc, ne tombons pas dans ces pièges. Monsieur Biya, aujourd'hui, est responsable de ce qui lui arrive et ce qui arrive au Cameroun. Parce que nous n'avons cessé de marteler que tel que nous sommes en train d'y aller, là, nous allons droit vers le mur. Il fallait se ressaisir, mais à notre grande surprise, dans leur fameux gouvernement, que lui-même dit avoir nommé ces gens, vous avez vu qu'il y a eu des gens plutôt qui ont eu des promotions. Vous avez constaté que les mêmes gens qu'on a reproché les détournements, qu'on a reproché d'avoir torpillé les projets de la CAN, sont là en place. Ils font la coule douce, ils narguent les Camerounais, ils ont des cortèges à plusieurs voitures. Vous pensez que dans un État qui est sérieux, un stade qui porte le nom de quelqu'un qui se revendique d'être un chef de l'État, M. Paul Désir-Biya, je ne parle pas de l'individu, M. Biya, je parle de l'institution présidence de la République à l'époque où il incarnait. M. Paul Désir-Biya, il dit, vous avez bien fait de faire repasser l'élément. Ce jour-là, il recevait les Lions du football. Après l'échec de la CAN 2016 féminine, il a dit que le Cameroun, que la capitale Yaoundé a rendez-vous avec toute l'Afrique footballistique. Et ce jour-là, sa femme était à sa gauche. Et M. Biya était grandiloquent, c'est-à-dire que dans son expression, il a dit, le Cameroun sera prêt. Le jour dit, j'en prends l'engagement. Donc on a fait mentir un arrière-grand-père, ce qui est dangereux. C'est dangereux. Ça dit que c'est dangereux. Donc M. Biya a menti au monde entier. Et le 30 novembre 2018, on retire l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Et 1 an et 2 ans, parce que nous allons déjà à la deuxième année, donc en 2020, 2 ans après, le stade qui porte son nom, je dis bien le stade qui porte son nom, laissons Jacoma, laissons Garoua, je dis le stade qui porte son nom, le stade qui porte, ça dit comme on vous dit, le stade Amadou Ahidjo, construit en 70, inauguré en 1972, qu'on vous dise que ce stade est fermé, parce qu'il n'y a pas d'argent, on n'a pas payé les ouvriers, les grues ont été démontées, on ne sait pas là où ça se trouve, c'est à l'abandon, ça veut dire qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, je vais interpeller tous les Camerounais qui font de la démagogie, qui font de l'entreloupe. Vous n'aidez pas M. Biya. Vous ne l'aidez pas.
M. Biya est aujourd'hui M. Paul Désir Biya humilié. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est devenu la risée dans les chancelleries. Moi, j'ai peut-être cette chance pour être chercheur au Centre linguistique d'Alger. Lorsque vous avez la chance de fréquenter des étudiants africains et certains diplomates africains qui sont à l'IRIC ici, là, qui viennent étudier la diplomatie, quand ils vous parlent du Cameroun et singulièrement de M. Biya, parfois, c'est vrai, nous pouvons être opposés à eux, mais vous êtes meurtris. Que les gens s'interrogent qu'un président de la République, légitimement, si vous êtes légitime et que votre peuple vous a consacré, c'est-à-dire que via ses voix, son suffrage universel, mon père, vous êtes prêt, serviteur de Dieu, ordonné, un élu de Dieu. Le stade, l'édifice qui portait votre nom, et plus ou moins, vous avez confié, c'est-à-dire, d'abord, la construction de ces infrastructures à vos frères et à votre belle famille. Mon Dieu, nous savons très bien que le soutien fondamental d'un époux, c'est sa belle famille, M. Paul Désir Biya. Si votre belle famille vous tire vers le bas, oh mon Dieu, pensez-vous que ceux qui ne sont pas, en fait, qui ne sont pas liés à vous, sur le plan, si je ne sais pas culturel, ou sur le plan anthropologique, plus ou moins sur l'affiliation ethnique, et ils vont s'exécuter quand ils voient que les vôtres, et plus ou moins vos beaux-frères, vous tirent vers le bas, ça veut dire que M. Biya aujourd'hui doit se questionner, doit se poser la question de savoir pourquoi ces gens sont arrivés là. Mais je ne vais pas aller dans le jeu des autres pour parler d'un coup d'état scientifique. M. Biya lui-même a construit, c'est-à-dire que sa propre autodestruction. Et aujourd'hui, il ne s'y est pas rendu compte, la boulimie du pouvoir, l'avilissement du pouvoir, la jouissance du pouvoir l'a amené à se recoquifier dans sa bulle. Et maintenant, il a fabriqué des petits roitelets qui se sont constitués aujourd'hui. Machiavel. C'est-à-dire que des petits roitelets qui sont constitués aujourd'hui à un front commun. Pas pour le peuple camerounais, pas même pour les enfants, mais pour leurs propres intérêts à eux. Ils disent aujourd'hui qu'ils veulent se reproduire. Eux aussi, ils voudraient que les femmes soient les premières dames. Ils veulent le pouvoir. Donc ça piétine parce que les gens ont constaté qu'il n'y a plus l'autorité de l'État. L'autorité de l'État est entre guillemets aujourd'hui. C'est eux là, les petits roitelets là, qui font la pluie et le beau temps. Et nous donc, qui sommes des personnes averties, des personnes clairvoyantes, qui sont soucieux de voir ces pays ne pas couler, levons-nous et c'est-à-dire que fédérons-nous, nous jeunes Camerounais, et disons non, non à cela. Et qu'enfin, les gens comprennent que le problème du Cameroun n'est pas Kamto. Le problème du Cameroun n'est pas le nord-ouest et le sud-ouest. Le problème du Cameroun, il faut le dire avec force, M. Biya. Si le stade qui portait son nom, que depuis 2008, on parlait de ces stades, avec le PENDIS, le programme de développement des infrastructures, il y a eu la posée de 3 pierres sur ces sites-là, par 3 ministres, Edouard Augustin, le ministre Zoua et Adungaroua, et que ce stade n'est pas achevé. Parce que s'il y a un édifice, M. Paul Désir Biya, que tous ces petits roitelets-là auraient pu livrer en bonne et due forme avec clé en main, c'est le complexe sportif Paul Biya d'Olembe. On a même réduit, ce n'est plus le complexe, vu les délais. On parlait maintenant du stade, c'est-à-dire les gradins, les sièges, l'air de jeu, les vestiaires, l'alimentation en eau potable, les notifications Internet. Mais si jusque-là, ces gens ne parviennent pas, vraiment eux qui se revendiquent d'être les créatures de M. Biya, ça veut dire que ces gens ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères, c'est des mauvaises personnes. Vous comprenez donc que, en réalité, les gens n'ont jamais voulu voir le peuple camerounais s'épanouir, n'ont jamais voulu voir le peuple camerounais être en joie. Ils veulent voir les Camerounais dans la tristesse. Refusons cette forfaiture. Le problème du Cameroun n'est pas Kamto. Le problème du Cameroun n'est pas les Camerounais de la diaspora. Ces Camerounais de la diaspora, là, c'est pas où je sors. Sont des Camerounais comme vous et moi. Certains, les mamans ont vendu les colas, les légumes, les patates, par des moyens d'inadvertance. Ils se sont retrouvés du côté du vieux continent. Ils ont fait de très bonnes études. Ils sont des ingénieurs, des pharmaciens, des médecins. Ils ont de l'argent aujourd'hui pour venir reconstruire le Cameroun. Mais à cause de la méchanceté des hommes qui disent gouverner le Cameroun, qui ne leur permettent pas de venir installer les entreprises, de donner du meilleur aux Camerounais, ça les a radicalisés. Et aujourd'hui, il faut les comprendre. Il faut les comprendre parce que si le stade qui porte le nom de M. Biya est torpillé, imaginez-vous combien de Camerounais ont des projets porteurs pour le développement du Cameroun qui sont torpillés. Donc je dis tout simplement aux Camerounais, la CAN 2021, c'est en exclusivité que je le donne dans votre radio. Monsieur Ahmad, après la finale Sénégal-Algérie, a accosté
le ministre des Sports algérien en lui faisant comprendre que même si on l'est jusqu'en 2022, le Cameroun ne sera pas prêt. Soyez-en prêts, d'ici peu de temps, le comité exécutif va se réunir. Après, ça dit qu'une nouvelle mission d'inspection des infrastructures au Cameroun, lorsque nous allons revenir, et vu les infrastructures que vous disposez, et vu le projet que vous allez présenter, parce qu'il faut le dire, que pour la CAF, l'exclusivité de l'organisation de la CAN les revient. Et lorsqu'on parlait de la Coupe d'Afrique des Nations, le rôle de la Confédération africaine de football, c'est de faire la promotion de l'image de l'Afrique. Et plus ou moins une CAN à 24 pays où on a englouti 2000 milliards. L'Égypte n'a que eu 40 millions d'euros pour y ajuster les infrastructures. Si on s'y retrouve dans cette situation, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord, permettez, on va aller justement du côté de ceux qui revendiquent. Je crois qu'on est au bout de la ligne. Vous choisirez de donner votre nom. Nous, on va juste donner votre nom, parce que vous savez, en matière de revendication, il ne faut pas donner toutes les cartes, mais bon, la présentation, elle vous appartient. Bonjour René. Bonjour. Bonjour René, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, bonjour. Allô? Vous êtes à l'antenne René. Est-ce que vous pouvez le prendre du côté René? Oui, bonjour. Bonjour. D'accord, comment ça va? Ça va bien. Racontez-nous la situation de votre revendication du côté du stade Paul Biya. Que se passe-t-il concrètement? Le stade Paul Biya, je ne sais pas ce que c'est en fait là maintenant. On a déjà, on était reculé les dates, on nous promet toujours. On a commencé le travail depuis le temps, jusqu'à présent, on n'a pas 5 ans. Je dis bien qu'on n'a pas 5 ans, on nous a payé. On nous envoie chaque jour, quand on part revendiquer, on nous envoie la police et la gendarmerie. C'est comme ça qu'on tape sur nous, et puis on est toujours là, on attend. Alors, ça ne marche pas aujourd'hui. Quels étaient les termes du contrat? Qu'est-ce qui bloque concrètement selon vous? Hein? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas payé? Donc, ils disent que l'argent doit venir du directeur du projet. Donc, santé, et qui viennent avec l'argent. Une fois on a rencontré le il va faire comprendre qu'il a déjà fait un grand pas et que le Cameroun devait aussi donner sa cote part. Et c'est là qu'on attend encore. Oui. Une autre fois, il nous a fait comprendre qu'il devait aller prendre un prêt de son ami en Italie. Et d'ici, on attend. On nous a dit que les travaux devaient commencer avant le 15 août. Parce que le 15 août qui est demain là. C'est là, ça vient, on nous prévient, on est là. Alors, vous avez bloqué les issues, vous avez bloqué le directeur dans son bureau hier. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Que prévoyez-vous pour la suite? C'est comme d'habitude, quand on part manifester, ils vont patienter qu'ils sont en train de résoudre ce problème d'argent. Jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Ils ont dit qu'ils vont d'abord payer avant de relancer les activités. D'accord, on vous dit merci d'avoir répondu, hein, René. Bon courage et portez-vous bien. Merci à vous. D'accord. Oui, je vais chuter avec votre permission, permettre au père de parler. Je dirais tout simplement que c'est un travail républicain patriotique que vous faites. Parce que vous voyez, c'est hier que j'ai vu ça à Equinox. C'est dommage parce que quand vous suivez M. René, il vous dit que le directeur du projet dit qu'il devait aller au moins en Italie emprunter un peu d'argent chez un de ses amis. Donc, un stade qui porte le nom de M. Paul Biya. Donc, c'est pour vous dire que nous avons touché le fond. Et je dirais tout simplement que M. Paul Désir Biya, René Dumont a écrit un très brillant ouvrage que je vous conseille de le relire et de lire ça avec vos enfants. L'Afrique noire est mal partie. À l'époque, j'étais peut-être un afro-pessimiste qui disait que non, il était raciste et tout ça, en 1962. Allez-y à Google, à tous les Camerounais qui nous écoutent, allez vérifier ces livres. Dans un des chapitres de ces livres-là, mon père, René Dumont a dit que il a fait le tour du monde. C'est-à-dire que l'Asie, qui est devenue aujourd'hui les dragons d'Asie, là, il a constaté fondamentalement que le seul continent qui n'a pas bougé d'un iota, c'est l'Afrique. Singulièrement l'Afrique francophone. Et dans le chapitre de cet ouvrage, René Dumont dit que l'élite intellectuelle africaine va, c'est-à-dire qu'il a appelé ça, mettra, c'est-à-dire qu'un cap. Ils vont tenir captif
l'appareil politique parce qu'ils ont été incapables de solutionner les problèmes économiques, c'est-à-dire les problèmes économiques qui ont trait à l'électricité, l'eau, l'hébergement, la santé, etc. Et ils seront incapables de solutionner les problèmes primaires. Mais ils vont créer ce qu'on appelle les galaxies des loisirs. Vous savez ce qu'il a illustré en galaxie des loisirs? C'est ce que vous voyez là, les snack bars, les bars, les églises, les mosquées, la jouissance. C'est ça qu'on appelle les galaxies des loisirs. Le football, ils vont créer des histoires comme ça. C'est-à-dire c'est là où vous allez voir des phénomènes entre guillemets comme les Nyangono qui vont paraître avec des choses, c'est-à-dire que comme ça, c'est-à-dire que où chaque Camerounais qui sait qu'il a un délaissé pour compter pour la vie pourra aller s'exhiber là-bas. Donc allez relire René Dumont, l'Afrique noire est mal partie. Il a dit que l'échec de l'Afrique, ça sera son élite intellectuelle. Son élite intellectuelle qui fera même basse sur l'appareil de l'État, incapable de solutionner les problèmes politiques et les problèmes économiques. C'est ça que nous vivons là aujourd'hui. Donc nous avons des hommes qui sont allés s'abreuver à l'école occidentale. On met la veste, on noue la cravate, on met la Dolce Gabbana, mais incapables de comprendre les problèmes de fond des Africains. Et c'est pour cela que je termine en disant que lorsqu'Ahidjo démissionne, parce qu'il faut toujours rappeler qu'il avait démissionné le 4 novembre 1982, il y a eu passation de pouvoir le 6 novembre 1982 à l'Assemblée nationale. Avant sa démission, lorsqu'il a annoncé, Ahidjo a fait l'état des lieux du Cameroun. Il a dit, il laisse une économie en pleine expansion, avec une population dynamique, une population de travailleurs. Et il a illustré en disant que son luxe prédécesseur, là, celui-là qui va lui succéder, là, doit continuer dans la même démarche. Regardez 36 ans après, quand vous faites le bilan. Le Cameroun, qui était en 82 un pays à revenu intermédiaire, qui était admiré par les actuels dragons d'Asie, parce que le Cameroun a aidé la Malaisie, la Chine, le Japon. 36 ans après, quand vous faites le bilan, le Cameroun est passé d'un pays de revenus intermédiaires à un pays corrompu, destination dangereuse, pays pauvre et très endetté. Voilà les clichés. C'est là, c'est vivant, devant nous. Père Jean-Jacques. Oui. Paul Désébia, moi j'ai encore écouté ce discours d'abord de M. Setchiroma Bakari. J'ai écouté encore le chef de l'État lui-même, comme tous ceux qui sont avec nous depuis dans cette émission. Paul, je ne vais pas revenir sur tout ce que Sébastien a dit parce que je fais entièrement mien tous ses propos, mais je voudrais simplement ici continuer, peut-être là où il a laissé, pour que les gens comprennent très bien l'état dans lequel nous sommes. Ahidjo, en partant, a donc fait l'état des lieux de la République du Cameroun. Il a laissé un pays prospère. Il a laissé une économie au beau fixe. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, on a coupé les salaires des Camerounais 2 fois de suite et ces salaires n'ont jamais été revus. Mais qu'est-ce qu'on observe? On voit plutôt que le coût de la vie devient de plus en plus cher au jour le jour. Des choses qui scandalisent des pays, des petits pays, des pays à côté, c'est-à-dire que l'augmentation de 5 francs du pain. Au Cameroun, on augmente carrément les denrées de première nécessité sans que ça ne meuve personne. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde trouve un moyen de corruption pour survivre. Aucun Camerounais ne vit de son salaire. Aucun. Vous prenez du ministre au petit chef de bureau. Personne ne vit de son salaire. Chacun fait la corruption, fait le faux là où il est. Si on va enfermer les gens, moi je dis aux gens ici, tous ces magistrats, tous ceux qui enferment les gens, quand vous les voyez vous dire la loi au tribunal, vous avez l'impression des saints. Pourtant, c'est des premiers prisonniers eux-mêmes. On parle du stade de Paul Biya. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, Paul Désébia. On parle du stade de Paul Biya. Quand même, quelqu'un qui a depuis 36 ans, il a rendu des gens riches, milliardaires. L'autre jour, c'est Photo Victor qui offrait 1 milliard à l'église. 1 milliard, c'est 1000 millions. Avec 1 milliard, on termine les travaux au stade de Paul Biya. Et vous verrez que c'est une affaire où les gens sont vraiment en complot contre le Cameroun, contre la jeunesse. Parce que rien ne coûte à Photo Victor, rien ne coûte à ces gens qui sont restés, tous ces gens que vous connaissez, les Ben Modo, pas Ben Modo, vous appelez le richissime Camerounais là qui a tout un domaine, Dangote et consorts.
Les Dangote discutent seulement l'affaire de Nestel. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'affaire d'Ampoulos. C'est-à-dire que on vous dit que c'est l'un des milliardaires les plus assis au Cameroun. Et vous savez, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique francophone. Et vous savez que ces gens ont c'est eux qui ont toute l'administration. Ils ont des magistrats haut placés qui les protègent. Ils ont au niveau des impôts, des finances, au premier ministère, président de la République. Ils ont des soutiens à tous ces niveaux. Mais personne parmi ces gens ne peut appeler Dampoulou. Baba Dampoulou lui dit, il y a un problème, le stade Paul Biya. Il doit être construit. Dampoulou, ça ne lui coûte absolument rien, puisque nous savons comment ces gens, on sait qu'ils ne payent pas les impôts. On sait qu'ils ne payent pas les impôts. Et tu ne peux pas fermer leurs entreprises. Il y a le Bolloré qui fait la pluie, le beau temps au Cameroun. C'est lui qui a le port, c'est lui qui a le chemin de fer, c'est lui qui a tout. Même quand on a eu la catégorie des écarts, les gens sont morts. Cinéma. Tout ça, c'est les salles de cinéma. C'est lui qui a tout. Mais quand vous allez voir, il ne paye pas les impôts. Vous n'allez pas dire, là, vous allez fermer sa structure. Parce que c'est le sous-préfet qui va vous appeler, vous, le directeur de respecter des impôts, qui voulait faire au travail. On vous appelle pour vous dire, d'ailleurs, parfois on ne vous appelle même pas. On donne seulement suspension ou bien affectation disciplinaire. Vous partez. Pourquoi? Parce que vous avez osé tenir tête à quelqu'un. Vous voyez donc qu'il y a un complot. Ce n'est pas l'argent qui manque. Vous n'avez qu'à voir Paul Désébia, chers amis auditeurs, chers internautes. Vous n'avez qu'à voir les immeubles qui poussent dans Yaoundé. Je parle seulement de Yaoundé. À Douala, dans les villages de ces routes de la République. On vous dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand vous voyez comment ça pousse, vous vous demandez, mais l'autre jour, j'ai vu celui qui c'était là le manière de la communication désormais, qui offre carrément, il offre 100 000 à tel, il offre 100 000 dans son village, et tout ça, il offre à tout le monde, il met les caisses d'aide à machin et tout. C'est pas mauvais. Mais si vous aimez la République, pourquoi vous laissez le tas de Paul Biya? Accident Paul Biya remet à mort, filet comme il est et tout. Vous laissez les ouvriers pleurent comme ils pleurent là. On vous dit que le directeur a dit qu'il va aller voir un de ses copains en Italie pour lui trouver un petit dépannage. Seigneur. Pour venir payer les ouvriers qui travaillent dans le stade Paul Biya. Un stade du Cameroun. Ce n'est pas un stade que c'est pas pour un privé ou bien un particulier. Vraiment, nous avons justement atteint le fond. Et lorsque nous le disons comme on parle là, les gens s'asseyent. D'abord, nous sommes la cible des autorités désormais parce que dans leur bureau, actuellement, ils sont là, ils disent ils ont la grande gueule, ils parlent mal de l'État, ils parlent mal des autorités, ils font ci, ils font ça. Oui, cette autorité, moi je l'ai dit, je vais encore le redire pour que ce soit connu, que ce soit encore bien entendu. Le peuple reste souverain et fort. Moi, je ne veux pas être catastrophique ou bien dramatique. J'ai espoir que la vie, le Cameroun va s'améliorer. Et même si je ne suis pas là pour voir ça, nous sommes sûrs que nous mettons des fondamentaux. Au moins pour l'éveil de conscience collective. C'est-à-dire que nous sommes dans ça et nous pensons que tout se construit d'abord par les idées. Et une fois que les idées sont là, le tout et le reste se matérialise. Même pour faire un immeuble, il faut qu'on passe ça d'abord, qu'on conçoive, qu'on matérialise sur une maquette et puis qu'on mette ça sur pratique. Donc, nous sommes en train de concevoir le pays. Faites ce que vous voulez. Le système Paul Biya, le système du renouveau va tomber. Et je vous assure, parce que vous avez dit, ils ont dit dans la bouche que après Paul Biya, c'est Paul Biya. Non, c'est faux. Comme pour dire que celui qui va rester succéder, mais il n'y aura plus de passeur de pouvoir comme Aïdjo a fait. C'est clair, je suis d'accord. C'était à l'époque, ça dit que c'était avant. Où il n'y avait pas d'éveil de concept, tout le monde était. Et on était content, on se disait que non. Aïdjo, on se disait que bon, Aïdjo, il gérait le Cameroun avec une main de fer. On le taxait de dictateur, celui qui impose tout, qui pour les têtes quand ça ne va pas et tout. Donc, le fait de pour le dire même qu'il s'en va, c'était une joie pour eux, même s'il sait qui. Ça devait être une joie pour ceux qui étaient là. Mais, je vous assure, lui, il l'a fait à l'époque parce que les gens n'étaient pas encore éveillés comme aujourd'hui. Rassurez-vous à la présidente de la République. Le pouvoir ne restera jamais entre les mains de la belle famille de Paul Biya. C'est impossible. On vous dit ça, ça dit que même moi Jean-Jacques, c'est ce qu'on vous dit. La nature a capté tout le monde, même les arbres, les herbes, tout ça, ça capte la terre. Ça dit que les éléments de la nature, l'air, l'eau, le vent, le feu, tout ça capte. Même les murs. Les murs captent, vous ne pouvez pas.
la famille, la situation ne sera plus par procuration. Exact. On ne sera plus une belle famille, ou bien un frère, ou bien parce que nous sommes cousins du village, ou bien parce que vous avez été premier ministre, ou vous avez été directeur général, président de la République. C'est faux. Ça ne va plus se faire. Parce que si vous le faites, parce que vous avez dit que vous allez le faire, la seule personne, je vous l'ai dit, je le dis toujours encore, la seule personne qui maintient ce pays où vous voyez les Camerounais dans ce syndrome de sommeil, parce que tout le monde est à bout. Tout le monde est à bout. Mais seuls les courageux comme Sébastien Ebala et certains comme le Messanga Nyamzing, même quand lui joue un jeu que je ne comprends jamais. Le chat à la souris. Oui, il dit qu'il est là, il est devant, il est derrière, on ne comprend pas ce qu'il veut. Il dit que l'obiaïsme c'est le meilleur et tout, il a de bonnes idées. Que 36 ans après, 37 ans après, on ne voit rien de ce que l'obiaïsme nous a donné. Au contraire, on s'enfonce, nous sommes mieux la réserve de tout le monde, comme Sébastien le dit tantôt. Donc, nous on pense que vous ne pouvez pas passer le pouvoir par procuration parce que les consciences, les mentalités sont déjà à un niveau pas possible. Vous n'allez pas le faire. Et je vous assure, comme je le disais tantôt, la seule personne qui fait que les Camerounais soient encore tranquilles comme nous sommes là, et ce n'est pas vous, Paul Désir, ce n'est pas Sébastien Bala, ce n'est même pas moi qui vous parle, mais c'est entre eux-mêmes, vous-même, vous les riches là, vous qui avez les armes, qui avez les trésors de guerre, c'est entre vous que ça va commencer. Exact. C'est-à-dire que dès que Paul Biya fait l'erreur de partir, laisse quelqu'un. Vous-même, vous allez nous dire que tu manques, tu ne restes pas là. Ça. Et ce qui va arriver, on va assister à ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, sauf que c'est de manière douce. C'est de manière, c'est encore doux. C'est-à-dire que ce n'est que par les coups bas, celui qui est plus proche de Paul Biya, pas lui dire que non, tel, on le met en prison. Celui qui est proche de machin, on manigance pour disqualifier certains, pour affaiblir d'autres, pour les rendre zing-zing, en les mettant en prison et tout et tout. C'est vrai que ça, comme ça qu'ils procèdent encore. Mais on va arriver à un niveau où les gens vont passer à la vitesse aux éliminations physiques. Ah oui. Comme on a vu à un moment donné en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu vois, il y a tel adversaire potentiel là-bas. On ne va pas faire ce type d'appel. On n'appelle pas, Paul. S'il vous plaît, bon, c'est une analyse. Nous disons ça pour dire que ça ne doit pas arriver. Un exemple pour dire que le Cameroun empruntera forcément le même chemin ou alors le même canevas. Vous savez... Disons les choses dans le sens de construire, d'attirer l'attention, dans le sens de corriger ce qui a été mauvais ailleurs, permettre que les gens se déploient dans le sens de pouvoir faire vivre seulement la logique et pas autre chose. Quand c'est Amar qui vient vous dire que le Cameroun ne respecte pas les instructions du chef de l'État, les Camerounais qui sont avec lui là-bas, ils ne respectent pas. C'est lui qui vient vous le dire. Autant nous disons ça tous les jours. C'est là où on entend. Vous savez, Paul, je vais vous dire une chose, c'est que nous ne souhaitons pas que ce pays prenne feu. Voilà pourquoi d'ailleurs nous parlons. Parce que ce que nous parlons, parce qu'on espère. C'est-à-dire que de manière désespérée même, si vous voulez, on espère qu'il y aura une petite oreille qui pourra nous écouter comme quand vous êtes au fond de l'eau et que vous criez que, c'est-à-dire que de manière lointaine, une petite oreille qui peut décider dans ce pays puisse vous entendre et faire que ça n'arrive pas. Parce que nous ne souhaitons pas que les Camerounais soient dans cette situation comme on a vu les pays ailleurs et que ça doit circuler dans les esprits. Notre discours, c'est un discours des gens qui voient ce qui va arriver. C'est-à-dire que, il ne faut même pas prophétiser, parce que prophétiser veut dire voir les choses, dire des choses cachées qui vont arriver. Nous ne prophétisons pas. Nous faisons une lecture simple, froide et logique de la situation. Quand vous voyez, Sébastien vous disait que Paul Biya, ça se place à étudier, il se brosse les dents, il voit le stade. Et c'est vrai puisqu'il est en amont. Exact. Le stade est en aval. C'est-à-dire que, étant au palais de l'unité là, n'importe quel étage, parce que ça a de la hauteur, n'importe quel étage, vous voyez le stade. Au niveau mondial de son bureau, 5e. J'ai dit, vous voyez le stade sans besoin de loupe. Puisqu'il est en hauteur, tous ceux qui sont étudiés pour vous témoigner. C'est là en bas, vous regardez comme ça. À 100 francs, à une donc, moto. Voir que ça, les gens revendiquent. Et c'est des signes. Quand vous parlez du stade, les gens revendiquent du stade. Mais à la présidence de la République, les gens ont les années de salaire. Les gens qui travaillent là-bas ont ils avaient. C'est impensable, incroyable. Mais c'est vrai dans ce pays. Regardez l'insécurité comme est la présidence de la République. C'est vrai dans ce pays et c'est dangereux.
Nous, on savait à l'époque, quand tu dis que tu travailles à la présidence publique, même si tu es jardinier. On t'admirait. Non, mais attends. On sait que tu es après de Paul Biya. Paul Biya qui fait les milliardaires, les riches, tout ça là. Qui fait des faits. Comment tu peux travailler dans son palais? Tu souffres. Mais les gens ont le salaire de 30 000 à la présidence de la République. 28 000. Oh, moins du SMIC. C'est une insulte. Et l'intendant est toujours en place. C'est une insulte. Vous allez parler donc justement des gens qui sont en place. Voilà Issa Chiroma Bakari. Issa Bakari Chiroma est carrément assis au ministère de l'Emploi. Après avoir menti, c'est ça le mot. Grondé. Et il a dit à l'attention des journalistes, il a dit à tout le monde, mais surtout à l'attention de vous les journalistes, sachez que, et que ce soit gravé de manière claire dans vos têtes là, vos petites têtes là, que ce soit gravé que le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et ces gens ont le courage de parler. C'est-à-dire qu'ils sont assis, ils se vantent. Mais quand je vais dire que j'ai du mépris pour ces gens, on va dire que on ne parle pas comme ça, n'est-ce pas? Mais comment on peut respecter des gens qui peuvent prendre des Camerounais, c'est-à-dire que pour nous insulter comme ça? Et ce qui est marrant, et ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas l'argent qui manque. Moi, j'ai dit aux gens, on a donné des solutions ici. Il y a des gens qui sont en prison qui ont beaucoup d'argent, vous le savez. Yves Michel Fouchou, même les Mbongo là. Vous pouvez prendre Mbongo. Vous lui dites, ok, tu as pris de l'argent, il y a même des prénoms que tu as. Trouve-nous une somme de 5 milliards. C'est-à-dire que, vraiment, 5 milliards, avec les 5 milliards, c'est pour un projet bien précis. D'abord, on lui dit, ok, tu vas être le directeur de ce projet. Tu vas financer, tu vas chercher, on va te donner l'expertise de l'État, mais tu seras contrôlé par des gens qui vont vérifier que tu fasses le travail. On veut que tu nous arranges la route, le tronçon, comment vous appelez, l'axe Yaoundé-Douala, puisque les travaux sont en arrêt. Il y a plusieurs axes. On choisit une route. On dit, tu vas nous construire ça. C'est-à-dire que avec les moyens que tu as volés à l'État, tu construis ça, mais tu es surveillé par un gars de prison, mais tu es libre de faire ton travail, mais tu as des gardiens qui sont là, que tu vas également payer, puis tu as beaucoup d'argent. Tu nous fais cette route avec tes financements. Le jour que c'est fini, si tu finis ça avant 2 ans, tu es libéré. Définitivement. Mais sauf que tu ne pourras plus pourtant gérer les affaires de la nation. On te donne cette clause-là. C'est-à-dire que l'argent que tu as volé à l'État, que tu as mis pour toi-même, ça va décourager les uns les autres. Vous croyez que ça fait quoi un Mbongo ou bien un Atangmabara d'être en prison? Il sait que sa femme d'ailleurs elle est bien. Je connais un là, de mon village, c'est même mon beau. Il était directeur, machin, toujours à l'aéroport, là-bas il est en prison. Mais sa femme roule. Quand vous voyez les classes C, là, ça fait que sa femme roule avec son épouse, déjà une maman. Mais lui, il a quel problème à ce niveau-là avec il a encore quel problème? Ses enfants sont déjà replacés. Il y a une de ses belles-sœurs qui est là, greffier en chef, greffière là, au palais de justice et tout. Il y a l'autre, son beau-fils qui est son fils, il a placé ses enfants partout en Europe. D'accord, ça. Ils vivent là-bas et tout. Donc ça veut dire que ça lui fait quel mal d'être en prison? Sinon, le simple fait, il a la satisfaction de savoir que ses enfants sont bien, sa femme est bien, et tout, il mange quand il veut, comme il veut. Et le peuple bénéficie en quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Donc moi, je veux dire quand même que c'est un complot contre la jeunesse camerounaise, et nous pensons que nous allons sauver notre pays en dénonçant parce que tu ne construis pas les idées d'abord. Et je vais terminer pour dire que, comme je l'ai dit, je vais réitérer que ça soit sûr. Celui qui va prendre le pouvoir pour le Biya, ça va être une affaire consensuelle du peuple camerounais. Et quand je vois c'est des voleurs à col blanc qui sont dans notre gouvernement et qui gèrent les affaires de l'État, qui ne pensent pas que leurs enfants qui sont déjà archivés vont gérer ce pays, qu'ils oublient vite. Et je leur ai dit, les noms qui hier ouvraient les portes à leurs enfants, c'est-à-dire leur propre nom, parce que comme ils font ça pour que ce soit une institution, ils ont mis les juniors. Et c'est là où ils ont dit, ils faisaient ça. C'était bien. Comme on dit, le revers, la médaille, ils sont revers. C'était à leur avantage.
mais ça va être à leur désavantage le moment venu. Parce qu'on va regarder leur nom. Et même s'ils sont les sous-préfets maintenant, même s'ils sont les procureurs, les magistrats, on va tous, ils ne vont pas gérer, donc ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Donc ce que vous pouvez faire, chacun travaille bien pour le pays, et vous allez voir que la mémoire collective va de manière naturelle plaider même pour que même vos enfants, si vous avez bien travaillé, soient là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Sébastien Bala, c'est vrai qu'on a tous fait des constats, et puisque la République reste en perpétuelle construction, en permanente construction, que faut-il faire pour sortir du gouffre si on en est là? Vous savez, monsieur Paul Lézibia, le révérend père Angelbert disait que le Cameroun est une république du pas possible. Une république du pas possible parce que lorsque vous me posez la question, nous avons la clé de voûte de la solution Cameroun. Et ça dit, c'est clair. Ça, je vous le dis. Ça dit que ça peut ne pas plaire aux gens ou pas. Vraiment, c'est moi, c'est entier. C'est que M. Biya cède le pouvoir, qu'il parte. Ça dit que c'est ça la solution. C'est ça la solution. Moi, j'ai eu peut-être cette chance de m'être entretenu avec le ministre Olangenawono en prison parce que le quartier où j'étais logé... Le départ de M. Biya ne va pas résoudre le problème. J'ai dit le quartier où j'étais logé, le quartier 3, c'est là où les catholiques faisaient les messes. Donc nous allions à la messe ensemble avec le professeur Gébert Mendozé, le professeur, l'ancien professeur de Douala, Oyono, Dieu de nous Oyono. Je peux vous dire que vous verrez que de toutes les personnes qui ont été des proches collaborateurs de M. Biya, personne ne voue du respect à M. Biya. Personne ne voue de la considération à M. Biya. Pourquoi? Parce que les gens, ces gens-là, quand je me suis entretenu avec eux, ils vous disent que tous, vous avez compris, étaient prêts à travailler pour que le Cameroun soit une grande nation, vu les dotations que la nature nous a offertes. Mais ils disent que le blocage, c'était M. Biya. Et tous, ils disent que, tel que vous voyez comment le Cameroun chancelle, comment le Cameroun est pris en otage, à un moment donné, ça vous traverse dans l'esprit de devenir président de la République. Vous ne pouvez pas avoir M. Biya, fut-il dire, incarner les institutions de la République du Cameroun. Un chef de l'État doit être un avant-gardiste, quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un qui va au charbon, quelqu'un qui mouille le maillot pour son pays. Est-ce qu'il ne l'a pas fait suffisamment? Est-ce qu'il ne l'a pas fait assez quand même? Vous savez, le baromètre d'évaluation d'un chef de l'État, ce sont les conseils ministériels. Vous pouvez assigner les feuilles de route à vos ministres. Mais pour évaluer ces feuilles de route, c'est un conseil ministériel. C'est-à-dire c'est l'ADN de la gouvernance. Lorsque vous-même, qui prétendez, c'est-à-dire qu'incarner ces institutions, vous êtes vacancier, en 365 jours, vous passez 200 jours hors de votre pays. En 36 ans de pouvoir, vous passez 4 ans hors de votre pays. Vous élisez domicile à l'hôtel intercontinental. Ça n'arrête pas le fonctionnement d'un État en ça voyage présidentiel. Ça arrête pourquoi, M. Paul Lézibia, je connais votre intelligence. Vous êtes le responsable de cette radio, le manager. C'est vrai, vous déléguez les pouvoirs, vous avez un rédacteur en chef, c'est lui qui doit coordonner la rédaction. Mais à un moment donné, si vous constatez ici là que le journal ne passe pas régulièrement, les émissions phares de la radio ne passent pas, et lorsqu'elles passent même, elles ne sont pas rediffusées, vous allez convoquer une réunion. Cette réunion sera intitulée la réunion de constat. Et vous allez faire ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation. C'est ça le rôle du conseil ministériel. Lorsque vous-même vous êtes vacancier, vous ne vous prêtez pas à cette exigence, c'est-à-dire que la gouvernance est moderne. Ne vous attendez pas que ceux qui se revendiquent d'être vos soi-disant, c'est-à-dire que créatures, ou alors vos petits roitelets que vous avez créés, ne feront pas votre volonté. Donc la solution aujourd'hui, pour sortir le Cameroun de ces volcans en ébullition, de ces marasmes, de ces catastrophismes, c'est que M. Biya comprenne qu'il est arrivé aux affaires en 1962. Il est le plus vieux fonctionnaire au monde. Il a eu, ça fait 62 jusqu'en 1994, M. Biya avait atteint l'âge d'aller à la retraite. Par inadvertance, Ahidjo lui a légué le pouvoir. Il a donc 60 ans de haute administration, c'est-à-dire que 36 ans en tant que chef de l'État et le reste d'année en tant que haut fonctionnaire. Je pense que lui-même, s'il veut sortir grandi, entre guillemets, par rapport à son fameux stade, parce qu'il ne faudrait pas qu'il le laisse à l'abandon, personne ne viendra le finir, ça restera un champ de ruines. Parce que lui-même, il a trouvé certains édifices que Ahidjo a laissés, il n'a pas achevé.
il serait souhaitable que M. Biya fasse une introspection personnelle. Et cette introspection passe par lui. Il se conscientise, il comprend qu'il a créé du tort pendant 36 ans au Camerounais. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de la médisance. M. Biya est riche. Parce que lorsque vous avez passé 60 ans de haute administration, 36 ans en tant que chef de l'État, c'est vous qui signez. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, comment on appelle, tous les projets, par exemple les projets d'exploitation du pétrole, c'est vous qui attribuez les contrats à toutes ces grandes sociétés. Ça Sauf que ceux qui s'emploient à vérifier ce que les chefs d'État africains ont en termes d'argent, en termes de richesse, on ne trouve rien. Non. Quand j'ai dit, M. Biya est riche, officiellement, vous savez il ne s'affiche rien. Il y a des journalistes d'investigation américains, une agence économique américaine qui avait classé M. Biya comme parmi les chefs d'État les plus riches, qui avait une fortune évaluée à 100 milliards de francs CFA. Peut-être, je suis d'accord avec vous, vous pourriez dire qu'elle est modeste par rapport à la famille Sassou Nguesso, la famille Bongo, la famille Eyadema, Obiangema. Mais c'est vrai que peut-être on n'a pas encore eu la traçabilité d'un certain nombre des paradis fiscaux de M. Biya, mais on s'en tient sur l'information officielle qui avait été véhiculée. Je pense que M. Biya étant riche aujourd'hui, il faut aller émietter un peu dans sa propre fortune. Parce qu'on vous dit que le stade de l'Olympe pour l'achèvement des travaux, mon père, je crois qu'on parle de 60 milliards non, pour finir tout ce qui reste. Ça dit que le reste, là, les autres infrastructures connexes, ça pourra venir progressivement. Et vous connaissez le progressivement du Cameroun. On a déjà donné de l'argent pour ça. Ça a été volé. Vous voulez donc quoi? Ça a été volé et il n'a pas puni ces derniers. C'est vrai qu'il y a certains journaux qui sont toujours financés par eux, qui vous disent que ces gens sont en train d'être entendus en catimini au TCS. Mais des fonds publics, est-ce que lorsque les Camerounais ont serré la ceinture, est-ce que lorsqu'ils ont contracté des dettes venant de la Exim China Bank, ça dit que cette agence sale de la Chine, que nous ne pourrons pas rembourser cet endettement sauvage là, ça ne s'est pas fait en catimini, c'était en public. Donc ces gens, ces petits roitelets qui sont à la présidence, qui au secrétariat général, qui à la primature comme secrétaire général à la primature, conseiller économie, ceci, cela, on les connaît, qui aux finances, que ces gens soient auditionnés publiquement. Je pense que lorsque vous regardez le président du parti républicain, M. Georges Gilbert Baola, est aujourd'hui en prison, c'est à cause de ces dénonciations. Le temps lui donne raison. Tous ces voleurs à col blanc, parce qu'il faut dire que dans la sémantique de l'appellation de voleurs à col blanc, c'est ceux qui volent, ils se disent qu'il n'y a pas de, ils ne laissent pas de traces. C'est ça que ça veut dire un voleur à col blanc. Ces gens-là, quand ils volaient, ils s'enrichissaient. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de traces. Et Baola le dénonçait, comme nous le faisons, comme le père le fait. Mais ne me dites pas que M. Biya n'est pas au courant. M. Biya, c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun, monsieur. Les services de renseignement font leur travail. Allez dans le bureau de M. Biya, à l'heure actuelle où je vous parle, au 5e étage. Allez voir le nombre de rapports. Au 3e. Bon, peut-être il est redescendu un peu plus bas, mais je pense qu'avant c'était au 5e étage. Voilà, au 3e. Le nombre de rapports que les services de renseignement du Cameroun déposent sur la table de M. Biya en ce qui concerne l'enrichissement illicite, que ce soit Mebengo, que ce soit tel, que ce soit tel, que ce soit même ceux qui sont actuellement encore à côté de lui. C'est-à-dire que ceux qui se disent être nés de la cuisse de Jupiter, de sa belle famille. Ces rapports sont là. Mais M. Biya aujourd'hui est à la croisée des chemins, M. Paul Désir Biya. Pourquoi? Vous savez pourquoi? M. Biya ne peut pas initier des arrestations pour les détournements massifs de la canne. Parce que même dans sa propre famille, c'est-à-dire que même sous son oreiller, là où il prête son oreille attentive, il y a des gens qui sont mouillés là. Ah oui, les gens sont mouillés. Vous allez voir que ça peut éclabousser même sa femme ou même ses enfants. Parce que les gens vous disent que le matériel du stade de préfabriqué Paul Biya d'Olembe, le transbordement de ça, c'est-à-dire que du port autonome de Douala pour Olembe, on vous dit qu'il y a certains de ses enfants. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Moi, je parle parce que ce sont des investigations, c'est des informations qui nous reviennent. Il y avait un là, qu'on dit qu'il est jumeau, il est gros comme ça, qui avait cette société écran qui gagnait le marché de transbordement de ces matériels. Lorsque l'information a commencé à fuiter dans les réseaux sociaux et dans certains médias, profil bas, on a repassé ça à l'aîné de la famille. Je ne sais pas si ça a tort ou a raison. Donc, les mêmes gens qui sont proches de M. Biya, qui se revendiquent d'être nés de la cuisse de Jupiter, disent que quand il va déclencher les arrestations là, ces mêmes gens, je vous dis, c'est ce que j'apprends, que sa femme même ne sera pas épargnée. Donc, à un moment donné, M. Biya, il peut faire profil bas et accepter d'assumer la honte. Et c'est en cela que nous en sommes. Parce qu'aujourd'hui, ses beaux-frères, ses frères l'ont entourloupé. Maintenant, quand vous me posez la question, M. Biya, lui seul, a la solution. Et je le lui ai prodigué cela depuis près de 7 ans aujourd'hui.
c'est de remettre la clé Cameroun à quelqu'un d'autre. Parce que vous savez d'abord que sa légitimité est contestée. Vous Sauf savez. que là, il est en début de mandat. Non, ce mandat-là, vous savez qu'il est contesté. Il a 7 ans encore devant lui. Je crois qu'il vient de traverser, d'épuiser une première année. Donc il reste 6 ans. Vous savez que c'est beaucoup. je loue souvent votre intelligence et votre clairvoyance, de la pertinence de vos questions. Mais vous savez très bien que le mandat de M. Biya est contesté. Je ne vous apprends rien. Il y a un hold-up électoral qui est là, c'est-à-dire qui est encore baignant. Vous avez des prisonniers politiques qui sont arrêtés. Vous avez un certain nombre de Camerounais. Il a prêté serment. Oui, mais n'en déplaise que l'affaire se trouve dans une instance africaine, c'est-à-dire que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour contester l'élection. Donc, les institutions du Conseil constitutionnel là sont à la solde de M. Biya. Ils peuvent avoir proclamé les résultats qui ne sont pas la vérité des unes. Là n'est pas le débat. Donc, je pense aujourd'hui que M. Biya lui-même voit aujourd'hui que même la nature lui a tourné le dos. Auparavant, l'une des choses sur laquelle il s'est vanté le plus, parce que la prospérité et la démocratie qu'il a promis au Camerounais, là, même si on lui rallonge encore 100 ans de vie, il ne pourra pas le faire là-bas, c'est un échec. C'est-à-dire qu'il faut l'avouer. Bon, c'est un échec. Oui, merci beaucoup, c'est un échec, merci. C'est-à-dire que M. Biya se prévalait souvent de dire que la paix était... C'est-à-dire que ce qu'il véhiculait aux Camerounais, ce qu'il vendait aux Camerounais. Mais vous savez que depuis 3 ans aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest sont complètement atomisés. Là-bas, c'est devenu un État dans un État. Vous avez l'extrême nord au Cameroun aujourd'hui, qui est une poudrière. Vous avez l'est du Cameroun. Donc, au moins, un tiers du territoire camerounais n'est plus sous le contrôle de l'autorité de l'État. Je pense aujourd'hui que M. Biya, il n'y a pas mieux, plus aveugle que lui ou plus sourd. Il n'est pas comprendre, il n'est pas voir que les choses là se sont compliquées. Donc, quand lui-même il constate aujourd'hui que le stade qui porte son nom, c'est-à-dire son baptême de feu, là où il pouvait au moins un jour dire que au moins j'ai bâti quelque chose et que je laisse aux jeunes générations, c'est ce stade. Et que ce stade est torpillé. Ce stade, les travaux sont aux arrêts. Je dirais tout simplement que M. Biya ne doit que boire la honte seul. Personne ne viendra à côté de lui pour lui essuyer les larmes. Ça c'est clair. Donc aujourd'hui, l'introspection, la prise de conscience émane et incombe à une seule personne, à M. Biya lui-même. Il a fabriqué des rois télé, il a fabriqué des créatures aujourd'hui qui veulent la place du créateur. Donc la seule et unique chose qui reste à M. Biya de faire, c'est d'écouter le Père Jean-Jacques là qui parle, de t'écouter toi qui es le présentateur de cette émission, parce que moi il sait déjà ce que je pense de lui, et de prendre la bonne décision. Et maintenant, à ceux qui véhiculent des propos dans les réseaux sociaux, dans les médias, en disant qu'après Paul Biya, ça sera un Biya. Vous n'aidez pas la famille Biya. Parce que Alpha Blondy, dans les années 90, au plus fort, c'est-à-dire que de la démocratisation de la Côte d'Ivoire, avait intitulé un morceau dans un pays là où il y a plusieurs ethnies. Lorsqu'une ethnie monopolise le pouvoir, ça finira par la guerre civile. 10 ans après, ça a donné raison à Alpha Blondy. Donc, pour que le Cameroun ne s'y retrouve pas dans ces chemins, que vous avez interrompu Jean-Jacques, le père Jean-Jacques quand il est en train d'analyser, parce que nous allons tout droit vers le mur. Il serait question que les uns et les autres se ressaisissent. Ils ont emmagasiné beaucoup d'argent. Ils sont énormément riches. Vous allez voir certains d'entre eux à Nyom. Ils avaient déjà commencé à construire le village de la Canne sur leur propre terrain. On vous dit que de ces côtés là-bas, ils ont acquis des terres gratuitement du côté de Nyom. C'est des domaines. Ils ont l'étang, c'est-à-dire que les étangs de poissons. Toute une rivière. Une rivière, oui. Dans leur barrière. Dans leur barrière. Toute une rivière. Ils font même dans la barrière. Ils font même l'élevage du zoo. C'est-à-dire que les animaux, tout ça. Pour partir d'un coin, tu prends le bateau avec le moteur là, dans la barrière. Et plus ou moins. C'est-à-dire que le même individu, c'est près de 5 millions de carburants par jour. Parce que du côté de Nyom, on vous dit que quand il sort de là-bas, pour dire qu'il va aller travailler, il sait quel travail il va véritablement faire. C'est-à-dire que c'est un cortège ultra sophistiqué avec des voitures indéchiffrables. Un ministre d'État, ça mérite quand même un entourage assez... Je pensais véritablement que... Assez épais, assez sérieux. Ils ont déjà eu le trésor de guerre. Ils sont immensément riches. Ils sont reproduits via les enfants, les femmes. Mais qu'ils prennent conscience qu'ils ont créé du tort aux Camerounais et que les Camerounais ont une dent dure avec eux. Mais qu'ils comprennent que peut-être ils ont tenu captif M. Biya. Ils lui font peur là-bas au palais en lui disant que si tu laisses, nous on va finir avec toi. Mais qu'ils sachent que les Camerounais sont aujourd'hui déjà clairvoyants
Les Camerounais sont déjà émancipés. Les Camerounais nous écoutent. Ils ont le bon discernement. Ils savent quelle sera la trajectoire qu'ils pourront prendre. Sachez-en que vous, les petits roitelets, vous, les petites créatures, vous n'allez jamais prendre le pouvoir au Cameroun. Vous ne le prendrez jamais. Ça dit que ça dit, si vous ne le saviez pas dans vos bulles dans lesquelles vous vous trouvez là, vraiment, dès maintenant, commencez déjà à vous départir de cela. Parce que même ceux que vous pensez qui sont vos soutiens dans les cercles ésotériques, ceux que vous pensez qui sont vos soutiens dans les confessions religieuses, ces faux frères martelés par Monseigneur Akonga Somba, venant de l'église catholique, qui reçoivent les dons de l'extérieur pour venir détruire l'église de l'intérieur, ceux-là ne vous rendent pas service. Plutôt, ils se servent de vos biens mal acquis pour qu'eux aussi puissent faire de la coule douce. Nous, Camerounais, jeunes Camerounais, qui sont allés à la bonne école, qui avons le bon discernement, nous éduquons la masse inculte, nous leur disons que vous êtes un problème. Si vous arrivez au pouvoir, vous n'allez jamais nous permettre de parler. Vous n'allez jamais nous favoriser de pouvoir nous épargner. Plutôt, vous allez embrigader, prendre en otage l'appareil de l'État, enraciner les cercles ésotériques, faire la promotion et la légalisation de l'homosexualité. Nous vous avons déjà lu. Chacun de vous, nous connaissons comment vous avez travesti vos messes. Donc, torpillez M. Biya comme vous voulez. Tirez-le vers le bas, humiliez-le, infantilisez-le, faites le chantage. Vous êtes né de la cuisse de Jupiter. Vous êtes. Mais sachez-en que le peu de médias sérieux comme Voice Radio qui nous permettent de parler, parce que vous n'irez jamais les bâillonner, vous n'allez jamais les acheter, vous n'allez jamais les infiltrer. Sachez-en que nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à parler. Le Père a rappelé quelque chose ici là. Bâillonner les médias, les radios, les télévisions, la presse écrite. Il y a Internet. Avec mon téléphone, je mets en mode vidéo, je dis ce que je veux à travers le monde, on me regarde, on m'écoute. Donc, mes chers amis, vous vous êtes revendiqués d'être les créatures de M. Biya. M. Biya vous a confié les projets y afférents pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que lui-même, il a constaté que c'était l'échec. M. Biya lui-même a constaté que pendant 36 ans, il n'a pas pu donner l'eau, l'électricité, l'éducation, le logement social. Il a cru dans ses rêves qui peuvent être acceptables à tort ou à raison de se rattraper à travers l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une mini-coupe du monde. Après l'engloutissement des paix de je ne parlerai plus après 3 000 milliards. Je parlerai plus après vous sur la question. Je vous dis que le requête cette canne a causé du tort aux Camerounais. Ah oui. C'est-à-dire que les gens sont en prison pour ça, ils ont plus les prêts. Ah oui. Les gens sont tombés en faillite. Tout à fait. Les gens en sont morts de crise cardiaque. Tout à fait. On les a enterrés. Tout à fait. Donc pour dire que ce n'est pas si simple que ça. Tout à fait. Voilà. Donc, je dis tout simplement que M. Biya aujourd'hui doit comprendre que son échec vient de lui. Son échec, c'est lui. Sa désillusion, la honte, c'est lui. Parce que si M. Biya avait eu le bon discernement, s'il avait été appelé à diriger les hommes, il allait comprendre qu'un chef de l'État a plusieurs sources d'informations. Un chef de l'État, c'est celui qui est en action, comme je vois Macky Sall. Vous allez voir que quand Macky Sall va faire la pose de la première pierre, même lorsqu'il manquait le ciment, il est chaque fois, au moins en un mois, il vient toujours sur le même site vérifier si les travaux avancent. Vous allez voir Paul Kagame. Vous pensez que si ce stade portait le nom de Paul Kagame, au Rwanda, vous pouvez faire ça Paul Kagame. Vous pouvez faire ça même à Alassane Ouattara, là, que je ne porte pas tout dans mon cœur. Vous pouvez lui faire ça. C'est-à-dire que l'infrastructure qui porte le nom de Ouattara, Paul Kagame, le président Macky Sall, même Alpha Condé, qui aujourd'hui qui a été un très grand, c'est-à-dire qu'opposant, qui a lutté contre la tyrannie de Lassana Conté, de Sékou Touré, qui va aujourd'hui réviser la constitution pour se maintenir au pouvoir. Personne d'entre eux ne peut accepter une telle humiliation. Il n'y a qu'en Afrique centrale. C'est-à-dire que comme Achille Mbembe dit, le cœur des ténèbres. C'est-à-dire que la sous-région, en termes de ressources naturelles, que Dieu a gâté de tout. C'est-à-dire que le scandale géologique, mais qui a eu la malédiction ou alors la malchance d'avoir à la tête de ces États vraiment des gens qui ne comprennent rien à rien, qui ont réduit ces États à des États croupillons. Mais regardez les fortunes, les différentes fortunes. Vous avez vu dernièrement, on dit que la famille Sassou Nguesso, le fils Jean-Christelle Sassou Nguesso, on a repéré dans ses comptes à travers le monde 50 millions de dollars. C'est pour vous dire que M. Paul Désir Biya, c'est alarmant, c'est choquant, c'est humiliant parce que tous les Camerounais souhaitaient qu'on organise la CAN. Parce que ça, je peux vous dire, M. Paul Désir Biya, le Cameroun, c'est la CAN. Mais dommage, nous n'avons pas les hommes à la place où il faut. Et l'échec, on a plutôt perdu. L'échec incombe à une seule personne, c'est à M. Biya. Et c'est à lui que l'histoire demandera les comptes. Parce que
c'est lui qui a été toujours devant de la scène, comme c'est lui à qui les Camerounais qui ont souvent dit lui avoir consacré l'air et leur voix, il doit en répondre. Donc moi je ne viendrai pas m'alarmer. Je ne vais jamais accuser Ngongo, je ne vais jamais accuser Moutazé, je ne vais jamais accuser qui que ce soit parce que ces gens ne sont rien. C'est M. Biya qui les a rendus, ceux qui sont là à travers un décret. Et aujourd'hui, il s'agit tout simplement que M. Biya dise que peuple camerounais, ce qui vous revient de droit, je vous remets. Ngongo, Moutazé, Séraphin Fouda, Mebengo, ces gens-là, eux, il s'agit seulement d'un petit claquement de doigts comme ça, ils ne vont plus exister. Ils vont fuir. Vous allez les voir, ils vont commencer à demander les visas un peu partout dans les ambassades là, pour s'exiler. Parce que c'est des clandestins, c'est des gens qui savent que là où ils sont là, leur seul dernier soutien, c'est M. Biya. Et aujourd'hui, M. Biya doit comprendre que il a creusé un trou, qu'il ne pense pas que c'est seulement tous les Camerounais qui seront engloutis là-bas, y compris lui-même. Et la décision lui revient de dire aujourd'hui aux Camerounais que, à l'heure où nous parlons, à 20h, que chers Camerounais, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire pendant 36 ans. Vraiment, j'ai atteint le seuil de l'impossibilité. Je ne peux plus rien produire, je ne peux plus rien innover. Je suis tenu captif par les forces du mal. Certaines personnes ont embrigadé mon âme et mon esprit. Mais menace, je vous appelle au secours. Moi, je démissionne. Je vous dis en 10 minutes, j'ai dit 10 minutes, on n'aura pas besoin de 2 jours, 10 minutes. Tous ces petits roitelets là, ces petits sireurs de pompes là, c'est ceux-là qui se revendiquent des créatures là, seront largués le plus rapidement possible. Les Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais vont reprendre la souveraineté de leur pays. Donc, la clé de voûte, c'est M. Biya. S'il ne s'agit pas, il ne s'affranchit pas en laissant le pouvoir, pensant qu'il sera jusqu'au bout, le pouvoir va aussi dire que, comme tu as dit que tu m'aimes, moi aussi je vais te montrer que je t'aime. Et il ne va qu'aller d'humiliation en humiliation. Donc, en bon entendeur, salut. Merci à tous. On a terminé. Je vous propose de réécouter ce programme ce soir à partir de 23h. On a terminé, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir écoutés. Nous émettons en direct de Yaoundé sur 103.0 FM. Merci également à tous ceux qui nous ont regardés simultanément sur Internet. Nos équipes techniques et de production sont heureuses de vous avoir servi aujourd'hui. Yannick Katiba, Jean-Marie Mayene, Dieudonné AP, Merlin Ledoux Mbende, Ndolo et Dimo Viviane étaient nos réalisateurs et autres assistants de production. Et puis sur la console et les ordinateurs, c'était Serge Guichauvé. Je m'appelle Paul Dizibia, excellente suite de programmes sur votre chaîne de radio. Ciao, ciao. On a terminé. Merci beaucoup. Monsieur le maire. On est épuisé là. Ciao. Pasteur, comment? Je suis venu m'inscrire. Ah, ok. Mais comment? Est-ce qu'on doit s'inscrire, non? Ah, d'accord, ça a été fait. Vote, non? Ok. Avec Colby Sommet, je dois voter que ici. Tout à fait, c'est une voix de plus. Merci. Fopoussi Eric, mon cher frère. Fopoussi Eric, le combattant. Fopoussi Eric. Equinox Télévision. Au revoir. Et en permanence mobilisé sous la très haute impulsion du président de la République. Ciao, ciao. Et sous la coordination effective